doctorat en sciences économiques avec spécialisation en banque et finance de l'Université de Paris 9, Dauphine, un MBA en banque et marché financier d'Adelphi University à New York, diplôme d'études supérieures spécialisé en gestion financière et fiscalité de l'Université de Grenoble, diplôme de 3e cycle de l'Institut supérieur de gestion de Paris, maîtrise en économie de l'Université de Liège, thèse de doctorat à l'Université de Paris 9 Dauphine, ayant porté sur l'indépendance des banques centrales, obligation de rendre compte et incidence sur la politique monétaire. Dr Noël Chambi regorge beaucoup d'atouts qui peuvent être exploités pour le bien de nous tous. À présent, nous allons lui accorder la parole pour qu'il puisse nous parler de son plan Marshall. Bonjour, ISP Mbazangoumou. Bonjour. Je voudrais tout d'abord remercier le directeur général de l'ISP Mbazangoumou, le personnel administratif, tous les étudiants ici présents, de l'opportunité que vous m'accordez d'échanger avec vous du plan Marshall de Noël Tchiani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Je reviens aujourd'hui et c'est la première fois que j'ai eu un peu l'occasion d'entrer dans la ville, de voir ce que vaut la ville de Mbazangoumou. Je voudrais vous dire que vous avez une très belle ville. C'est impressionnant les bâtiments qu'il y a, l'ensemble d'infrastructures. Et je disais tout à l'heure à l'administrateur du territoire de Mbazangoumou, on a juste besoin de 2 ou 3 choses pour que Mbazangoumou paraisse comme la ville d'Anvers ou de Liège. Si on prend tous les bâtiments administratifs, on y met un coup de peinture. On remplace les tôles qui sont assez vieilles par des tuiles rouges. Je vous dis que Mbazangoumou deviendra exactement comme la ville de Liège. Et je voudrais sincèrement inviter les autorités politiques. Je sais que nous vivons la période où on n'a pas beaucoup de moyens. Et le peu de moyens qu'on a, il y a peut-être des priorités. Mais ça aussi, la présentation de la ville, ça fait partie des priorités, parce que si Mbazangoumou change d'habillement, vous allez voir que ça pourrait même attirer des investisseurs qui trouveraient un cadre idéal pour venir s'installer ici, créer des emplois et contribuer au développement du pays. Je commence par vous dire que je suis impressionné de l'historique du plan Marshall qu'on vient de nous présenter tout à l'heure. Ça crée un bon cadre pour que tout le monde puisse suivre pourquoi nous avons utilisé le bon plan Marshall en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Comme le présentateur l'a dit, le plan Marshall européen était conçu par les Américains après la Deuxième Guerre mondiale. L'Europe occidentale était totalement détruite. Les infrastructures de base, le tissu social, les industries, il n'y a rien qui marchait. On avait tout bombardé. Il fallait pas de petits programmes pour restructurer une école ou restructurer une entreprise. Il fallait un programme compréhensif, cohérent, pour restructurer tous les pays qui étaient détruits en une fois pour arriver à rétablir le niveau de vie de la population. Et je peux vous dire que le plan Marshall européen, quand j'étais aux États-Unis juste avant de venir ici, ils ont célébré les 70 ans du plan Marshall. Donc maintenant, ça fait à peu près 75 ans qu'il a été mis en œuvre. Et ça a été un succès. Parce que l'Europe occidentale que nous voyons là, quand vous voyez donc les Occidentaux qui viennent ici, qui font la bouche, c'est parce que les Américains les avaient aidés à se remettre debout. Ils étaient totalement détruits. Maintenant, nous, en République démocratique du Congo, quelle est la situation que nous avons connue? En 1960, nous avons hérité d'un pays qui était dans qui avait un certain niveau de vie, un certain niveau de développement, une certaine qualité d'éducation, un certain nombre d'entreprises, certaines infrastructures de base. Et devinez quoi? Nous avons tout détruit nous-mêmes, avec des guerres successives.
Aujourd'hui, quand vous regardez le Congo, en 2020, notre situation est pire qu'en 1960. Et je me suis posé la question, par où faut-il commencer pour remettre ce pays sur les rails? Nous connaissons qu'il y a des programmes qui sont conçus par nos gouvernements successifs, année après année. On nous dit tout le temps, programme tel, pendant 4 ans, on le met en œuvre. Et quand on a terminé le programme, on est toujours dans la même situation de pauvreté, de misère, de manque d'infrastructures, de manque d'électricité, de manque d'eau. Je me suis dit, si nous continuons sur cette phase-là, avec les mêmes genres de programmes, nous n'allons jamais nous en sortir. C'est ainsi que je me suis dit, au grand mot, il faut donner des grands remèdes. Et nous sommes vraiment malades. On ne peut pas traiter le cancer avec des aspirines. S'il faut faire une surgery, comment on dit ça en français? Chirurgie, surgery. S'il faut opérer donc pour pouvoir enlever les tissus qui sont infectés et remettre la personne donc en bonne santé, il faut le faire. Je pense que nous, la RDC, nous sommes dans cette situation-là. Mais pour vous en convaincre, je vais peut-être projeter quelques tableaux, quelques informations pour que nous puissions ensemble, en tant que Congolais, sans fanatisme. Et retenez une chose, c'est que moi, je suis comme vous. Et quand il y a des choses qui sont mauvaises, qui affectent la RDC, je suis affecté au même titre que vous. Donc, je n'ai aucun intérêt à présenter une mauvaise image de la RDC pour insulter mon pays ou m'insulter moi-même ou le peuple congolais. Nous allons commencer par projeter la comparaison de tous les pays du monde en utilisant le standard de vie de la population comme étant le facteur déterminant du développement. Plus le pays est développé, mieux son PIB par habitant est aussi situé. Quand vous regardez ce tableau-là, vous allez voir qu'on a 226 pays. Et sur les 226 pays, on commence par le pays qui a le PIB par habitant le plus élevé, Liechtenstein. C'est une principauté en Suisse. Ils ont un PIB par habitant de 139 000 $, suivi d'un pays pétrolier, le Qatar, 124, Monaco, ainsi de suite. Là. Et quand vous descendez, vous trouverez, par exemple, les Émirats arabes unis, pays pétrolier, 68 000 $. Les États-Unis d'Amérique se trouvent au numéro combien? Au numéro 20, les États-Unis d'Amérique. Et vous descendez, vous allez voir la Suisse, se trouve là-bas. Allez au tableau suivant, s'il vous plaît. Tous les pays du monde sont classés. Allez vers le dernier. Tous les pays africains se classent là-bas. Allez vers la fin. Et devinez quoi? On vient de découvrir la République démocratique du Congo. Votre pays, mon pays, notre pays. Nous sommes classés quantième, 224e. Et d'ailleurs, nous sommes 225e en réalité. Parce que 224e et 225e, le Burundi, sont au même niveau avec 800 $ de PIB par habitant. Le seul pays qui a derrière nous, c'est la République centrafricaine. Un petit pays pauvre, un petit pays comme ça, qui n'a pas autant de ressources que nous. Et nous sommes un grand pays, comme un sous-continent, avec tout plein de ressources naturelles. Comment sommes-nous arrivés à être classés si misérablement par rapport à tous les autres pays du monde? Ce n'est pas un classement qui nous honore. Et moi, je pense que nos gouvernants, et quand je parle de gouvernement, je ne fais pas allusion simplement au gouvernement actuel. C'est tous ceux qui ont géré le pays depuis 1960 qu'ils devraient avoir honte de nous avoir délivré ce pays-là. Continuez, s'il vous plaît, pour que vous puissiez comprendre d'où je viens. Je pense qu'il y a des économistes dans la salle. Le PIB, ce niveau de vie de la population, il est déterminé comment? On prend le produit intérieur brut, c'est-à-dire l'ensemble de la production donc dans un pays, et on divise par la population de ce pays-là. Mais le PIB, on l'obtient comment? On l'obtient d'après cette formule-là, c'est-à-dire les dépenses de consommation dans le pays, plus les dépenses gouvernementales, plus tous les investissements privés et publics, plus ce qu'on appelle la balance commerciale, c'est-à-dire la différence entre les exportations X et les importations M. Donc, si vous voulez augmenter le niveau de vie de la population, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez jouer sur l'un ou l'autre des facteurs, ou bien l'une ou l'autre des variables.
pour arriver à avoir un impact sur le niveau de production et augmenter le niveau de vie de la population. Soit il faut augmenter les dépenses de consommation, ou les dépenses d'investissement, ou les dépenses gouvernementales, ou aussi avoir un solde commercial excédentaire, c'est-à-dire produire plus, exporter plus et importer moins. Beaucoup de pays que moi j'ai visités, et j'ai travaillé sur 85 pays différents, sur les 5 continents. J'ai trouvé que certains pays qui ont amélioré considérablement le niveau de vie de leur population, ils sont arrivés à maîtriser, si je peux dire, ce qu'ils produisent, ce qu'ils mangent et ce qu'ils importent. Je vous donne l'exemple de la Corée du Sud. Je viens de rentrer il y a 2 semaines de Séoul en Corée du Sud. Pendant 2 semaines en Corée du Sud, j'ai mangé, tout ce que j'ai mangé était produit en Corée. La salade, tomates, les ndakara, les makayabs, les poissons, les viandes, les poulets, tout ce que j'ai mangé, le riz, était produit en Corée du Sud. Et quand je termine la consommation, donc la nourriture, tout ce que je pouvais toucher était produit en Corée du Sud. Nous sommes même allés dans un forum où il y avait plus de 1000 personnes. Et à côté de moi, il y avait un ministre du gouvernement congolais, Steve Mikai. Et je lui ai demandé, mais est-ce que vous constatez ce qui se passe dans cette salle? Tout le matériel dans cette salle-là était coréen. Vous voyez les écrans géants. Ces écrans étaient fournis par qui? Samsung. Vous regardez autre chose, donc les microphones et consoles étaient fournis par une compagnie qu'on appelle LG. Vous regardez donc les chaises étaient fabriquées en Corée par une compagnie coréenne. Tout ce qu'on touchait était coréen. Je me dis, mais est-ce que nous réalisons que nous sommes en train de perdre notre temps parce que nous passons notre temps à importer ce qui est fabriqué donc, ailleurs. Donc, si vous voulez vous développer, augmenter le pouvoir d'achat de la population, améliorer le niveau de développement, il faut agir sur l'une ou l'autre variable de cette équation-là. Graphe suivant, s'il vous plaît. Je voudrais maintenant vous dire qu'un facteur important qui détermine le succès ou l'échec d'un pays, c'est la qualité de la gouvernance. La qualité de la gouvernance fait que quand vous avez très peu de ressources, vous les gérez correctement, vous les allouez à des utilisateurs différents dans le pays, et ces utilisateurs, s'ils utilisent correctement donc l'allocation budgétaire qui leur est donnée, on délivre les résultats qu'ils sont supposés donc délivrer. Par exemple, si on a une allocation budgétaire à l'Institut supérieur pédagogique de Mazambungu, si le gouvernement donc dit qu'on alloue à cet institut 2 millions de dollars par an, si l'argent est versé dans le compte de l'institut, le directeur général et toute son équipe pourront utiliser ça pour faire quoi? Améliorer la qualité du matériel didactique, améliorer les conditions de vie des étudiants. Et ça peut contribuer à améliorer considérablement la qualité de l'éducation dans cet institut. Mais si maintenant il y a mauvaise gouvernance, ça veut dire que les 2 millions qui peuvent être alloués à l'institut, sur papier c'est alloué à l'Institut supérieur pédagogique. Mais ça n'atterrit pas dans les caisses de l'Institut supérieur pédagogique. La conséquence c'est quoi? C'est que vous n'aurez pas de moyens pour financer donc vos programmes de développement ou améliorer la qualité de l'éducation. On juge cela à travers l'indicateur ou l'indice de corruption. Quand l'indice de corruption dans un pays, le pourcentage est très faible. C'est-à-dire sur 100, vous avez un pourcentage qui est au bas de l'échelle. Ça veut dire que ce pays-là est très corrompu. Et quand le pourcentage monte, ça veut dire que ce pays-là est moins corrompu. Commençons par la RDC. Quel est le pourcentage de l'indice de corruption ici? 20%. Mais pour que vous ayez une idée de comparaison, il faut qu'on vous montre d'autres pays. Prenez un autre pays, s'il vous plaît. Le Rwanda, à côté. L'indice de corruption, 56 sur 100. Ça veut dire que le Rwanda est moins corrompu que la République démocratique du Congo qui n'avait que 20% d'indice de corruption. Prenons un troisième pays. La Namibie, 53%. Le Botswana, 61%. Vous pouvez prendre plusieurs pays et vous allez voir que nous, avec 20%, nous sommes considérés quoi? L'un des pays les plus corrompus du monde. Ça, ce sont des statistiques préparées par des organisations internationales. Et il y a une ONG internationale qu'on appelle Transparency International qui classe tous les pays du monde d'après l'indice de corruption. Et cette ONG, qu'est-ce qu'ils nous disent?
que la RDC est l'un des pays les plus corrompus de la planète. Est-ce que nous sommes fiers en tant que Congolais d'avoir cette réputation-là? Non. Maintenant, vous allez voir l'impact de ce niveau de corruption sur la disponibilité des ressources pour financer le développement. Allons au graphe suivant, s'il vous plaît. Ici, on a classé tous les pays africains en utilisant comme critère le niveau du budget national. Le budget national, c'est l'ensemble des ressources dont dispose le pays pour financer les différents projets, n'est-ce pas? Quand un pays est très corrompu, il a tendance à avoir un petit budget. Et un pays qui est moins corrompu, il a tendance à avoir un gros budget. Nous commençons ici avec le Nigeria. Un budget national. Le Nigeria, c'est un cas exceptionnel d'ailleurs, parce qu'ils sont aussi corrompus que la RDC. Mais ils ont un budget parce qu'ils sont tout pleins de ressources pétrolières. Ils ont un budget de 581 milliards de dollars. Descendez, vous voyez l'Afrique du Sud, 320, l'Égypte, ainsi de suite, Namibie, 307, le Ghana, 106. Descendez, s'il vous plaît, et vous arrivez à la fin, la République démocratique du Congo, notre pays. Voilà où nous sommes, toujours dans le peloton de queue, vers la fin. Nous avons un budget en 2018 qui était environ donc de combien? 4 milliards, et nous sommes en 2020, un budget donc de 11 milliards, et d'ailleurs un budget fictif, parce que le ministre des Finances a publié tout récemment ce qu'on appelle le plan de trésorerie, qui coupe le budget en deux, qui montre que les cash qui pourra se retrouver dans les mains de l'État pour financer les différents projets ne vont s'élever qu'à 5,6 milliards de dollars. Mes amis, comment allons-nous nous développer si nous continuons à avoir une si mauvaise gouvernance, à être si corrompus? Comment allons-nous? Et nous allons continuer à dire toute notre vie. Moi, j'ai entendu ça quand j'étais petit. Nous sommes un scandale géologique. Nous avons tout plein de ressources naturelles. À quoi ça nous sert ces ressources-là si on ne peut pas les utiliser pour le développer, pour avoir suffisamment de moyens pour financer le développement? Il y a un problème que vous et moi, en tant que Congolais, nous devons régler si nous voulons le développer. Allez-y. Alors, maintenant, ce manque de ressources budgétaires suffisantes pour financer les différents projets de développement, ce manque-là a un impact même sur la qualité de l'éducation. Ici, on a pris les 200 premières universités africaines. Je ne compare pas les universités de la RDC, je ne compare pas l'ISP Bazangongo avec l'université de Harvard. Je compare simplement les universités africaines les unes par rapport aux autres. 200 premières universités, cherchez et trouvez-moi l'université donc originaire de la République démocratique du Congo, aucune. Or, si nous n'avons pas d'université parmi les meilleures, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que nos ressources humaines ne sont pas parmi les meilleures en Afrique. Et si on n'a pas de ressources humaines parmi les meilleures en Afrique, vous savez quoi? Nous serons toujours trimbalés par le bout du nez, par ceux qui connaissent mieux que nous. Si nous voulons nous développer, ces choses sont liées. Nous devons changer la gouvernance, augmenter le budget, allouer ce budget-là correctement aux écoles, aux universités, qu'elles fassent des recherches, qu'elles puissent être équipées comme il se doit, et chercher à avoir les meilleures universités qui sont sur cette liste-là. Et tant que nous n'existons pas sur cette liste-là, nous sommes en voie de disparition. Parce que ceux qui sont là, qui connaissent mieux que nous, ils vont nous envahir. On peut gérer le monde par les connaissances. On est dans le monde aujourd'hui où on n'utilise plus la force comme avant. Mais le niveau de connaissances nous permet de pouvoir nous positionner, d'être compétitifs par rapport aux autres. Le graphe suivant, s'il vous plaît, ça c'est toujours le même. Alors, la conséquence de tout ça, cette mauvaise gouvernance-là, ça a un impact sur la situation macroéconomique du pays. Vous savez ce qui est le reflet de la force de l'économie d'un pays? C'est la monnaie. Nous avons conçu, moi j'ai fait partie de ce qu'on appelle les pères concepteurs du franc congolais. Nous avons conçu le franc congolais en 1997. Et quand nous avons introduit le franc congolais, nous l'avons mis en circulation, $1 achetait 1,3 francs congolais. En d'autres termes, si vous prenez 1 divisé par 1,3, vous obtenez un franc congolais qui achetait 72 cents d'$1. En 1998, on a lancé le franc congolais le 30 juin. Et regardez ce qui s'est passé à la valeur de la monnaie. Au fur et à mesure que les années passaient, nous avons atteint le niveau de combien? 0. Prenez aujourd'hui, en mars, nous sommes en mars 2020, le taux d'échange du franc congolais est de combien par rapport au dollar? $1 égale à 1700, 1750.
Prenez 1 divisé par 1700 ou 1750. Vous allez obtenir quoi? 0,0000017. J'arrondis cela et on obtient 0. Ce que ça veut dire, c'est quoi? Ce que ça veut dire, c'est que notre monnaie ne vaut rien. Nous avons ce qu'on appelle, je suis désolé d'utiliser cette expression-là, la monnaie de singe. Ça ne vaut rien. En d'autres termes, lorsque nos parents travaillent, lorsque nous-mêmes nous travaillons, et on leur donne une augmentation des salaires, par exemple, de 5% ou de 10%. Prenez les 10% d'augmentation des salaires parce qu'on le paye en francs congolais. Multipliez par la vraie valeur de la monnaie qui est de 0. Leur pouvoir d'achat s'améliore de combien? De 0. Nous sommes en train de nous tromper. Il y a un problème dans la conception des politiques congolaises et dans ce que nous devons faire pour pouvoir redresser le Congo. Je suis arrivé, après avoir fait le diagnostic, à conclure que notre pays, la République démocratique du Congo, a échoué. Sur le plan de développement, vous voulez que je vous dise quoi d'autre? Il a échoué. Nous avons échoué. Dès 1960, toutes les politiques que nous avons mises en œuvre là, ça n'a rien donné. Aujourd'hui, nous avons échoué. Nous devons d'abord prendre conscience que nous avons échoué. Parce que j'entends les politiciens passer à la télévision nous dire des choses telles que oh non, nous avons, depuis l'arrivée du Raïs, on a construit autant de bâtiments, donc sur le boulevard du 30 juin, on a construit autant de kilomètres de route. Mais toutes ces choses-là, si ça n'a pas d'impact sur le niveau de vie de la population, nous nous trompons, nous ne faisons pas de progrès. Les autres avancent. Je vous invite à aller visiter certains des pays que moi j'ai vus. J'étais au Japon, j'étais en Indonésie, j'étais en Corée du Sud, sans compter les Américains. Au Japon, par exemple, on me dit qu'en 25 ans, il n'y a pas eu coupure d'électricité même pendant une seconde. En 25 ans. Ok. Ici, est-ce que vous pouvez dire la même chose? Au Japon, ils ont un train à grande vitesse. Ce train à grande vitesse-là, moi, je devais aller de Tokyo à Osaka et j'étais accompagné par un des professeurs congolais, Jean-Claude Masouana, qui travaille là-bas. Et il me dit, tu sais que ton train va quitter donc à midi et on doit aviser telle personne qui est à Osaka pour te prendre à la station de train donc à 14h17. Et nous arrivons, c'est la première fois que j'allais à Osaka. Lui, il m'accompagnait simplement prendre le train. Je lui dis, mais comment je vais savoir que je suis à Osaka? Il m'a dit, mais tu as la montre, non? Tu regardes seulement comme ça, quand tu vois 14h17, tu sors. Et c'est ce qui est arrivé. Le train s'arrêtait et je vérifiais simplement, je vois 14h17, je regarde dehors, je vois Osaka. Et je sors à l'heure exacte. Mais dans ce train-là, quelque chose m'a frappé. C'est-à-dire que on sert la nourriture. Je prends ma nourriture, je mange un peu et puis je devais aller aux toilettes. Mais quand j'entre dans les toilettes, je réalise que c'était aussi propre que la place là où j'étais assis. Donc, c'est propre. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Chez nous, nous parlons de Kimbopeto. Il n'y a aucune comparaison. Alors, si nous n'avons pas cette idée, cette notion de mesure, de où notre société doit tendre, ce qu'elle doit devenir, nous nous comparons à quoi? Nous nous comparons aux médiocres, donc à la République centrafricaine. Et nous voulons rester à cette place-là. Non. Donc, c'est basé sur ce constat-là que j'ai conclu que nous avons échoué. Maintenant, je me suis posé la question, que faire? Parce qu'il ne faut pas simplement se plaindre. Il faut faire quelque chose. J'ai considéré que si on fait les programmes que nos gouvernements successifs ont tendance à faire, avec l'appui du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, et on dit le projet numéro 1, projet de construction donc des routes en Banzangungu. Et quand vous arrivez dans ces projets-là, vous trouverez qu'en Banzangungu, on a construit un petit sentier qui aille de tel endroit à tel endroit et on a dit projet financé par la Banque mondiale dans la ville de Banzangungu. Mais ça n'a pas résolu le problème parce que toutes les autres routes restent comme avant. Mais on a construit un petit truc et on appelle ça projet donc des routes. Je me suis dit, en tant que Congolais, je suis révolté par ça. Je voudrais faire le constat de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et où est-ce que nous voulons tendre. Je voudrais qu'on parle du sous-développement pour devenir pays émergent, c'est-à-dire pays développé.
Et je me suis posé la question de savoir ça prendra combien de temps. J'ai regardé toutes les ressources dont dispose la RDC. Et je me suis dit, si nous utilisons ces ressources correctement, nous mettons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, nous mobilisons tous les moyens, nous pouvons réaliser ces objectifs-là en 15 ans. D'où je propose le plan Marshall pour la reconstruction de la RDC en 15 ans. Maintenant, nous allons partir de la situation où le PIB par habitant, qui était de 800 $, là je vous ai montré, non, de 800 $, je veux qu'il devienne au niveau de 15 000 $ en 15 ans. Nous sommes partis de la situation où nous avons actuellement 85% de la population active au chômage. Nous voulons créer des emplois pour tout le peuple congolais, qu'il n'y ait pas donc de chômage. Je viens de vivre cette situation en Corée du Sud, où le taux de chômage est de moins de 4%, plus spécifiquement 3,25%. Et la Corée du Sud et la RDC avaient le même niveau de développement en 1960. Si eux, ils ont pu le faire, nous pouvons le faire. Et je me suis renseigné pour savoir comment ils sont arrivés donc à cela, qu'est-ce qu'ils ont fait. Nous voulons partir donc de la situation où nos provinces congolaises ne sont pas connectées. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas partir de Mbazangoum, vous pouvez arriver chez moi en Ganaji dans combien d'années? Si vous allez par route, vous n'allez jamais y arriver. Les routes n'existent pas, elles sont mauvaises. Si vous partez d'ici pour arriver à Kisangani, vous n'allez jamais y arriver par route parce qu'elles sont mauvaises, ainsi de suite. Les routes n'existent même pas. Regardons l'aéroport. Même l'aéroport international, le plus grand aéroport donc de Kinshasa ou de la RDC, n'est pas comparable au plus petit aéroport, par exemple, des îles du Cap-Vert ou du Sénégal. Donc, combien de temps ça prendra pour construire tout ça? Et je me suis donné comme période d'exécution du plan 15 ans. Pourquoi d'abord l'utilisation du mot plan Marshall pour la République démocratique du Congo? Je reconnais que le plan Marshall pour les pays européens était conçu par les Américains. Ce plan Marshall n'est pas conçu par les Américains, il est conçu par un Congolais. Moi et un groupe de Congolais qui ont travaillé avec moi. C'est la première différence. Le plan Marshall pour les pays européens avait été financé exclusivement par les Américains. Ce plan Marshall sera financé, comme je vais vous le montrer par la suite, en grande partie par les ressources intérieures congolaises. Si on améliore la gouvernance, parce que nous avons des potentialités énormes pour dégager suffisamment donc des ressources. Ce plan Marshall-là, tient compte du fait qu'aujourd'hui, le Congo, c'est un pays souverain qui peut décider de lui-même. Et il tient compte du fait que le monde extérieur, là, nous comptons trop sur lui, sur le monde extérieur. Mais ils ne sont pas là nécessairement pour nous développer. Quand ils viennent, ils veulent nous garder dans l'état où nous sommes là. Comme ça, nous avons toujours besoin d'eux pour toujours. Moi, je suis Congolais. Je voudrais que nous prenions notre destin en main. C'est ça la différence entre le plan Marshall européen et le plan Marshall que je propose. Mais pourquoi j'utilise le mot plan Marshall? J'ai pensé que quand j'ai conçu ce plan, et si j'avais utilisé le nom plan Noël Tchani pour la RDC, personne ne connaît Noël Tchani dans le monde. Deux, les Congolais nous-mêmes, là, nous sommes spéciaux, vous savez. Les gens allaient dire, mais tiens, lui là, on l'a connu ici, il était à l'école primaire, il n'avait pas de chaussures, et puis soudainement, il va en Amérique, il revient, il nous dit, il a un plan pour la RDC. Il n'allait pas accorder de la valeur à cela. Je me suis dit, le plan Marshall est devenu un terme générique pour dire un plan de reconstruction d'un pays. Quand on dit plan Marshall de la RDC, tout le monde sait qu'il s'agit d'un plan de développement pour développer la RDC. Donc, ça me facilite le travail pour aller, au lieu d'expliquer à tout le monde qu'il s'agit d'un plan de construction, en utilisant le mot plan Marshall. Tout le monde me comprend facilement. Et d'ailleurs, quand j'ai publié le livre sur le plan Marshall, 2 jours après, j'étais contacté par des grands magazines à travers le monde. Time Magazine. Time Magazine m'a dit, vous proposez un plan Marshall pour la RDC. Écrivez-nous le résumé sur 2 pages. Nous allons publier. J'ai écrit le résumé sur 2 pages. J'ai donné à Time Magazine. Si vous allez sur Internet, mettez Noël Tchani Time Magazine, vous allez voir un article en anglais qui dit How to reform the Democratic Republic of the Congo. Comment réformer ou restructurer la République démocratique du Congo. C'est le résumé du plan Marshall. Il y a eu des articles dans le journal Le Monde, dans Jeune Afrique, dans tous les articles possibles, dans tous les magazines importants. Il y a eu des programmes de télévision sur ABC News, sur CNN et consorts. Donc ça a permis de mettre le nom du Congo, de la RDC, dans les mains des grands, en utilisant simplement le nom qu'eux ils connaissent, le plan Marshall. Mais je vais vous dire aussi une chose, un autre exemple. Vous savez, chacun de vous, dans la maison, vous avez
ce qu'on appelle le frigo, non? Là où vous gardez la nourriture pour qu'elle ne puisse pas pourrir. Mais vous savez ce que c'est frigo? C'est une compagnie qui s'appelait Frigidaire, qui avait fabriqué cette machine-là. Elle était tellement performante que le nom de cette compagnie Frigidaire était devenu synonyme de cette machine-là qui conserve le froid. Si bien que toutes les autres compagnies qui fabriquaient la même machine, telles que Sony, Mitsubishi, Whirlpool et consorts, on marque leur nom Whirlpool sur la machine. Mais tout le monde qui regarde la machine appelle ça comment? Frigo. C'est ça que j'ai voulu faire avec le plan Marshall. Donc c'est juste pour faciliter la compréhension des gens, non seulement des Congolais, des Africains, des autres citoyens donc, du monde. Mais il y a un journaliste congolais qui m'avait dit que je suis tout le temps critiqué pour avoir utilisé un plan américain pour l'appliquer à la RDC. Pour couper la poire en deux, au début je l'appelais plan Marshall de la RDC. Il a dit pourquoi ne pas combiner les deux. Il faudrait garder le mot plan Marshall parce que ça permet à tout le monde de comprendre qu'il s'agit donc d'un plan de reconstruction, mais d'y ajouter une dose congolaise. C'est comme ça que nous l'avons appelé, sur suggestion de Bienvenu Bakumaye, que vous connaissez, journaliste, donc au journal Le Potentiel. Il avait suggéré que le plan s'appelle le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Comme ça, ceux qui sont très nationalistes, là, ils vont voir le Noël Tchani, ils vont dire c'est l'un de nôtres. Mais les autres vont regarder le plan Marshall, ils vont savoir de quoi il s'agit. Maintenant, en quoi consiste ce plan en réalité? Nous avons plusieurs programmes complémentaires. Je vais essayer de résumer certains des programmes. L'un des programmes importants, c'est promouvoir la qualité des ressources humaines congolaises. Pourquoi j'ai dit promouvoir la qualité des ressources humaines congolaises? Parce que je considère que le développement d'un pays dépend d'un élément essentiel qui détermine tout le reste. C'est l'homme et la femme congolais. Si nous n'avons pas l'homme et la femme congolais de qualité, nous perdons notre temps. Et tous les pays qui se sont développés, je vous ai parlé tout à l'heure donc des Coréens, vous trouverez que le peuple coréen travaille. C'est les Coréens qui sont en charge de tout. Ils n'attendent pas que les étrangers viennent faire des choses pour eux. Donc si nous voulons nous développer, nous allons mettre l'accent sur le développement des ressources humaines congolaises. En premier, comment nous allons mettre l'accent sur ça? Nous devons réformer l'éducation, faciliter l'accès de tous à l'éducation, faciliter l'accès de tous aux soins de santé. Et une fois que nous avons ces deux-là, on aura des hommes et des femmes bien formés et bien entretenus en bonne santé, capables maintenant de se concentrer aux efforts de développement du pays. Maintenant, pour faciliter l'accès de tous à l'éducation, moi j'ai proposé qu'on rende l'enseignement primaire et secondaire obligatoire et gratuit pour les enfants jusqu'à la fin du diplôme d'État. Le chef de l'État m'a emboîté le pas, il a pris une portion de cela en disant qu'on donne la gratuité de l'enseignement aux enfants de l'école primaire. Mais c'est en fonction des moyens disponibles que nous avons. Quand on aura plus de moyens, on pourra aller au niveau du secondaire. Et moi, je voudrais même qu'on ajoute aussi l'université. Pourquoi? Parce que moi qui vous parle devant vous, je suis le produit de la gratuité de l'enseignement. J'ai étudié à l'école primaire et secondaire en Belgique dans une école catholique. Et à l'époque, l'enseignement était pratiquement gratuit. Si les parents payaient, c'était un tout petit peu seulement, mais l'enseignement était en grande partie gratuit. Quand j'ai eu mon diplôme d'État, le gouvernement zaïrois à l'époque était gentil suffisamment de reconnaître ma bonne performance au résultat. J'avais le meilleur pourcentage, non seulement dans le centre des examens d'État, mais dans le Grand Kassai, c'est-à-dire Kassai oriental, Kassai occidental. En fonction de ça, le gouvernement zaïrois, et je n'ai pas fait de démarche pour ça, m'a donné la bourse d'études. La bourse d'études, la lettre de boursier m'était remise à mes propres par quelqu'un que vous connaissez tous, Lambert Mende Omalanda, qui était, à l'époque, il était secrétaire particulier du ministre Ngelo Mpenge Osako. On m'a donné cette bourse, je suis allé étudier en Belgique à l'université de Liège, jusqu'à terminer ma maîtrise en économie. Je suis allé à l'université de Grenoble, j'ai fait un 3e cycle d'ESS en gestion financière et fiscalité. Je suis allé à Paris, à l'Institut supérieur de gestion, où j'ai étudié avec quelqu'un que vous connaissez très bien, Martin Fayelou. Après avoir terminé, je suis allé aux États-Unis, d'abord à San Francisco, à European University of America, et puis à New York pour faire un MBA à Delphi University en banque et marché financier. Après avoir terminé, je suis revenu à Paris pour faire mon doctorat à l'Université de Paris de Dauphine. Et après avoir terminé, je suis allé à Harvard.
d'État, j'ai totalisé 15 diplômes universitaires. Vous pensez peut-être que j'aimais tellement l'école, ce n'est pas le cas. Je faisais beaucoup de ces études là-bas parce que je ne voulais pas rentrer au Congo. Il fallait continuer à être inscrit dans une université et c'est comme ça que j'ai acquis tous ces diplômes-là. Mais à la fin, je réalise que c'est un investissement. Un investissement dans l'éducation n'est jamais perdu. Basé sur ces diplômes-là, j'étais recruté par les banques américaines. Parmi les plus grandes du monde, j'ai travaillé à la Citibank, à la Republic National Bank of New York, qui est devenue aujourd'hui Hong Kong Shanghai Banking Corporation, HSBC, et à la JP Morgan Chase, qui est aujourd'hui la plus grande banque du monde, à New York. Et après avoir fait 10 ans avec eux, la Banque mondiale est venue me pêcher de là. Elle m'a recruté à la JP Morgan Chase. J'ai fait 30 ans de Banque mondiale à Washington. Maintenant, tout cela, c'est pour vous dire l'importance des ressources humaines. Pensez-vous qu'un petit garçon venu de la République démocratique du Congo pouvait être recruté par une banque américaine? Et j'étais le premier à être recruté dans une classe de près de 250 étudiants américains venant d'Amérique latine et consorts. On nous a testés, j'étais le premier à être recruté. Tout cela, c'est grâce à l'éducation. Donc, nous devons investir donc dans l'éducation, rendre l'enseignement primaire et secondaire obligatoire et gratuit, mais je voudrais aller au-delà de cela si on veut améliorer la qualité des ressources humaines. Nous devons aussi payer correctement nos enseignants et nos professeurs. Pourquoi? Parce qu'un enseignant démotivé, il ne peut pas se concentrer aux efforts de développement du pays. Pour payer correctement les enseignants, moi je propose un système de salaire minimum garanti que j'ai établi à combien? À au moins $1000 par mois. Je considère que c'est faisable. $1000 par mois. Je vous dis que quand moi j'ai travaillé aux États-Unis, j'ai gagné plusieurs fois ce salaire par mois-là. Donc si eux ils peuvent payer 25-30 fois ce salaire-là, nous pouvons payer le 1/10 à nos gens ici. Mais là où nous devons savoir d'où viendrait donc l'argent pour payer, je vous ai montré le tableau qui montre l'indice de corruption. Si nous combattons la corruption pour augmenter les recettes budgétaires, nous aurons suffisamment d'argent pour combattre, pour arriver à payer les gens. Nous aurons Bambi, conseiller spécial du président de la République en matière de lutte contre la corruption, l'ancien président Kabila. Il nous dit que chaque année, la RDC perd combien? De 10 à 15 milliards de dollars sous forme de fraude fiscale, détournement de fonds publics. Il parle simplement de deux choses: fraude fiscale, détournement de fonds publics. Il ne parle pas de détournement des fonds dans les entreprises publiques, et ainsi de suite. Là. Donc, si nous corrigeons cela, nous arrivons à combattre la corruption, on va mobiliser suffisamment de recettes budgétaires et on aura suffisamment de moyens. Rien que les 15 milliards de nos autres Bambi, plus les 11 milliards que nous avons aujourd'hui de budget, on a un budget totalisant combien? 26 milliards. Avec 26 milliards, est-ce qu'on ne peut pas payer $1000 à chaque enseignant? On peut le faire. Donc, nous devons améliorer donc la rémunération des enseignants. Nous devons revoir les infrastructures scolaires. Je vous dis que les conditions dans lesquelles les étudiants étudient, ou les élèves étudient, ça détermine le succès ou l'échec d'un pays. Quand je suis allé à Harvard, je vous dis que vous êtes dans la classe, vous n'avez pas envie de sortir pour aller dehors. C'est tellement bien à l'intérieur. Vous avez tout. Des salles de vidéoconférences, vous avez toutes les facilités possibles. C'est bien climatisé, vous vivez dans un environnement où vous ne vous sentez pas obligé de quitter la salle pour aller dehors. Nous devons faire cela. Si ça existe sur cette planète Terre-là, en Amérique, en Asie, même dans d'autres pays africains, nous pouvons le faire. En plus de cela, je voudrais que nous puissions réexaminer les programmes d'études, les curricula. Moi, je suis sidéré de constater que quand je vais dans certains endroits, on étudie encore les choses que moi j'avais étudiées quand j'étais à l'école primaire. Vous connaissez la récitation, le corbeau et le renard? Les enfants continuent à répéter ça jusqu'aujourd'hui. À quoi ça nous sert franchement? Et vous connaissez le petit livre qu'on appelait Ce monde merveilleux? Il y a des gens qui continuent à étudier ces histoires-là. Les choses ont évolué. Nous sommes à l'âge de l'Internet. Aux États-Unis, mon petit garçon, Joël, qui n'avait que, je crois, 4 ans à l'époque, il est revenu de l'école un jour, il m'a dit, papa, j'ai une surprise pour vous. J'ai dit, la surprise, laquelle? Il dit, papa, je sais maintenant lire et écrire. J'ai dit, mais toi, tu sais lire et écrire où? Je me bats tous les jours avec toi pour te montrer comment il faut écrire 1, 2. Il dit, il prend un livre. Ils ont une méthode américaine que moi, je ne comprends pas. Il met le doigt comme ça et il lit correctement le livre.
Donc, tout le livre, j'ai dit, moi, cet enfant, il a mémorisé ça. Je change de page pour un peu le désorienter. Il met son doigt là, il fait comme ça et il lit. Il y a un programme américain qui consiste à dire que l'enfant, quand il arrive à avoir 5 ans, doit être en mesure de lire de lui-même, tout livre. Et ils le font. Si nous ne pouvons pas le faire aussi, chez nous, nous serons toujours en retard. Donc on doit les faire revoir le curriculum, les matières que les enfants étudient pour les mettre donc à jour. Deuxième composante importante qui entre dans le programme de renforcement des ressources humaines, la santé. Une population bien éduquée, bien entretenue, elle peut se vouer aux efforts de développement du pays. La santé, elle est très importante. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous avons dans notre pays? Allez dans l'hôpital qui est derrière les cliniques, qui est derrière le grand hôtel de Kinshasa, l'hôtel Pullman. Vous avez un hôpital là-bas qu'on appelle clinique quinoise. Vous arrivez et vous pensez, vous êtes dans un mouroir. Mais allez dans le plus grand hôpital de la RDC, l'hôpital général de référence ancien, Mama Yemo. Ce n'est pas possible. Comment nous pouvons être au XXIe siècle et que nous avons encore des infrastructures comme ça que nous mettons à la disposition des gens? Je suis allé là-bas le 31 décembre et après avoir visité tout l'hôpital, on m'a amené dans le département de pédiatrie. Et là-bas, j'ai trouvé des mamans, une quarantaine, avec des bébés dans leurs bras âgés de 6 semaines, 3 semaines, jusqu'à 2 jours. Et je demande est-ce que les enfants sont malades. Ils me disent non, ils sont en bonne santé. Mais pourquoi vous êtes ici? Le papa, on nous a pris otage parce qu'on n'a pas payé les factures. Mais nous sommes dans un pays, et ça c'est un hôpital public, un hôpital qui appartient à l'État, et un enfant congolais, dès qu'il naît là, on le prend otage. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons améliorer l'accès de tous à la santé, c'est-à-dire l'accès des gens à la santé de qualité. Pour cela, qu'est-ce que je propose? La mise en place de l'assurance maladie universelle. L'assurance maladie universelle permettra à chaque enfant d'avoir une carte d'assurance quand vous tombez, à chaque enfant, à chaque Congolais. Quand vous tombez malade, vous présentez la carte là à l'hôpital ou bien au médecin, on vous donne les soins de santé sans vous poser des questions si vous avez de l'argent ou pas. À la fin du mois, on va envoyer les factures à la compagnie d'assurance. C'est comme ça que l'espérance de vie en Amérique, en Asie, en Europe est très élevée par rapport à l'espérance de vie en RDC. Si nous ne faisons pas ça, nous tuons notre population alors que les autres vivent le plus longtemps possible. L'espérance de vie à la naissance des Congolais est aujourd'hui dans les environs de 45 à 50 ans. Vous savez à combien ça s'élève à Monaco? 90 ans. Nous vivons la moitié du temps que vivent les autres citoyens du monde. Ce n'est pas acceptable. Donc, nous devons changer ces conditions-là en donnant l'assurance maladie universelle à tout le monde, en réhabilitant les hôpitaux, en construisant de nouveaux hôpitaux en nombre suffisant pour que, pour chaque 1 million d'habitants, par exemple, qui est un hôpital de standards internationaux qui se trouve là-bas. Au-delà de la qualité des ressources humaines, il y a une composante importante du plan Marshall qui va toucher la ville de Bazangungu. C'est la promotion de l'autosuffisance alimentaire. Ce n'est pas acceptable que nous soyons dans un pays avec des terres fertiles partout, avec des eaux pleines de poissons, avec des savanes où il y a des animaux domestiques, et nous mourons de faim, nous importons pratiquement tout. Ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est que les autres, les Asiatiques, vont toujours faire. Mécaniser l'agriculture, l'élevage et la pêche pour produire localement tout ce dont nous avons besoin pour notre consommation. J'ai fait l'expérimentation à Kinshasa. Je m'en vais dans un magasin. Je demande, je trouve la farine de maïs qu'on utilise pour faire le foufou. Je demande à la dame qui vendait, ça vient d'où ça? Il me dit, ça vient de l'Angola. L'autre sac, ça vient de la Zambie. L'autre, c'est le Rwanda, l'Ouganda, l'Afrique du Sud. J'ai dit, mais montrez-moi la farine congolaise. Il n'y en a pas. Mais quand même. Or, quand vous importez la nourriture, vous vous rappelez la formule où je vous ai montré le PIB, à la fin, il y a la balance commerciale. Quand vous êtes, le M là, c'est les importations. Quand le M est tellement grand et que vous n'exportez rien, devinez quoi? Le niveau de production est plus bas, ça tire la production vers le bas. Et parce que ça tire la production vers le bas, ça tire le pouvoir d'achat de la population vers le bas. Le niveau d'emploi, la création d'emplois n'y est pas parce que vous n'utilisez pas votre sol pour pouvoir donc avoir une activité productive. Nous devons donc mécaniser l'agriculture, l'élevage et la pêche pour arriver à donc à ne pas dépendre de l'extérieur et la mécanisation de l'agriculture. Toutes les terres, quand on venait ici ce matin par route de Kinshasa,
Mais j'ai regardé donc, nous avons des verdures partout. On n'a même pas besoin d'irriguer. On a juste besoin d'avoir des tracteurs et avoir des programmes bien orientés. Et est-ce qu'il y a la faculté? Non, il n'y a pas de faculté d'agronomie ici. Il y a là. Et les agronomes, là, on les utilise comment? C'est ça le travail pour lequel on les forme à l'école. Donc, nous devons nous mettre au travail pour arriver à produire et produire suffisamment pour notre pays. Maintenant, je voudrais vous amener à un autre programme important qui touche. Je voudrais vous amener à un autre programme important qui touche au niveau de la production d'un pays. Ça, c'est l'élevage, la pêche avancée. Voilà, je voudrais vous amener à un autre programme important. C'est le programme de construction des grandes infrastructures de base à haute intensité de main-d'œuvre. Haute intensité de main-d'œuvre, c'est-à-dire qui emploie des hommes et des femmes qui vont travailler, donc qui créent des emplois pour ces gens-là. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? 26 provinces. Mais dites-moi, ces 26 provinces-là, est-ce qu'elles font vraiment partie de la République démocratique du Congo? On forme ensemble la République démocratique du Congo? Moi, j'ai l'impression que nous avons des États dans un État. Pourquoi? Parce que c'est impossible d'aller d'ici. Est-ce que vous pouvez, même combien de gens originaires de Mbanza-Ngungu ont été à Gandangé que chez moi? Je voudrais voir. Personne. Mais c'est votre pays. Comment vous allez visiter? Vous voulez tous aller en Europe, mais vous ne pouvez pas visiter un autre coin de la République. Le tourisme à l'intérieur, ça va augmenter le niveau d'emploi parce que ça crée des activités productives pour tout le monde. Et aller en Gandangé, vous allez voir qu'il y a des gens qui n'ont jamais mis pied dans la province à côté. Pour arriver à régler ce problème-là, je propose la construction de routes et des autoroutes reliant toutes les 26 provinces de la RDC. Par exemple, les lignes rouges représentent les autoroutes, pas des petites routes banana, mais des autoroutes, et 3 laines qui vont comme ça, 3 laines qui viennent comme ça. J'étais sidéré ce matin en venant de Kinshasa. C'est la route nationale, hein, c'est ça. C'est la nationale qui va de Kinshasa au port le plus important du pays, et nous avons une seule bande. Mais chaque fois j'avais peur parce que les camions qui viennent risquent donc de vous cogner. On peut faire des lignes, des routes avec 3 bandes qui vont comme ça, 3 bandes qui viennent comme ça. C'est faisable. Si on a pu le faire en Côte d'Ivoire, au Sénégal, pourquoi ne pas le faire au Congo? Donc, en faisant ces routes-là, on peut relier tout le Congo de façon telle que vous pouvez être n'importe où et vous pouvez aller n'importe où en 2 ou 3 jours en voiture, facilement ou en bus. Donc, vous partez de là, vous pouvez aller ici, vous pouvez aller là-bas, et ainsi de suite. Ça, c'est les lignes rouges. Mais il y a les lignes noires, peut-être que vous ne voyez pas très bien. C'est les chemins de fer. Pour réaliser le même objectif, pour relier toutes les provinces du pays, l'Angola a construit ou a réhabilité tout récemment le chemin de fer de Benguela. Pour aller de Benguela à Lobito, pour aller de Lobito jusqu'à la frontière avec le Katanga, d'ailleurs, avec la RDC. Et ça s'arrête là-bas. Et nous, à l'intérieur du Congo, on n'a pas pensé qu'il faut construire aussi la même chose pour relier toutes les provinces. C'est faisable. Donc, on va construire donc, ces chemins de fer et ces routes et ces autoroutes. Mais l'innovation ici, c'est quoi? L'innovation, ce sont les points jaunes que vous voyez. Les points jaunes là représentent chaque ville congolaise. Et j'hésite à appeler certains endroits villes. Mais pour des raisons de provocation, je vais utiliser pour cette présentation la ville de Mbanza-Ngungu. Mais dites-moi la vérité. La ville de Mbanza-Ngungu, elle est ville encore. Vous avez de l'électricité ici en permanence? Vous avez de l'eau potable partout? Vous avez des routes modernes? Mais pourquoi vous appelez ville? Entre parenthèses, ce que je lis de Mbanza-Ngungu, je le lis aussi de Gandangé. Donc, nos villes congolaises ne sont villes que Dieu nous dit. Je voudrais que nous ayons un plan de construction des villes congolaises modernes. Et ce plan, prenez chaque point là. Par exemple, la ville de Mbanza-Ngungu. Je souhaiterais qu'on ait les points jaunes là. Sont des quartiers résidentiels qui n'existent pas aujourd'hui, des qualités, mais à construire. Et je vais vous montrer ce que j'entends par quartier résidentiel. Donc tout ce qui est jaune, c'est des quartiers résidentiels. Tout ce qui est vert, serait des champs d'exploitation agricole, d'élevage et de pêche, mais mécanisés, pour produire plus. On va utiliser toute la population de Mbanza-Ngungu pour travailler dans ces champs-là. Mais quand on a produit plus, tout à l'heure, là, en venant, j'ai vu des camions pleins de bananes. Mais ça va pourrir quelque part. Donc, pour arriver à produire plus, il faut qu'on puisse les vendre quelque part. Je veux qu'on ait une zone industrielle ici, une zone industrielle où on va attirer des investissements de qualité des entreprises agroalimentaires qui vont acheter ces productions agricoles, d'élevage ou de pêche,
les mettre dans des boîtes de conserve, dans des sachets, dans des conserveries, pour la consommation future donc des Mazangungu, mais également pour vendre dans toute la province du Congo central, mais également pour vendre dans toutes les 26 provinces de la RDC et après pour exporter vers les autres pays africains ou vers l'Europe. C'est comme ça que des pays arrivent à se développer, à créer la production intérieure. Maintenant, il y aura un nouveau quartier administratif. J'ai visité tout à l'heure avec le chef de territoire de Bazangungu, j'ai visité donc on appelle ça comment? C'est la territoriale ou c'est quoi? Le bureau de territoire. On peut moderniser ça. On peut construire donc de nouvelles infrastructures pour que les gens travaillent dans de bonnes conditions et que nous soyons fiers de ce que nous faisons. Ça serait donc un nouveau quartier administratif. Et là, il y aurait un nouveau centre commercial avec des salles de sport, avec des centres commerciaux, avec des salles de gymnastique, ainsi de suite, des salles d'entertainment pour la musique et consorts. Donc tout cela pourrait être ici. En faisant tout ça, on aura créé la nouvelle ville de Bazangungu moderne, différente de celle que nous avons aujourd'hui, une ville dont nous pouvons être fiers. Armando, projetez le suivant. Les quartiers résidentiels, à quoi ça va ressembler? Vous voyez, un quartier urbanisé avec des maisons modernes. J'ai parlé tout à l'heure des mètres de tuiles. C'est faisable aujourd'hui. Les tôles que les Belges nous ont données là, ça chauffe trop et ça chauffe. Regardez-moi, moi je n'ai plus de cheveux. Quand ça chauffe tellement, vous perdez les cheveux. Et nous pouvons faire mieux que ça. Il y a des matières qui sont adaptées pour ne pas donner donc la chaleur, comme ça dans la maison. Et ça, est l'impact sur la santé de la population. Donc, on va construire ces nouveaux quartiers urbanisés et Bazangungu moderne en 2015 à partir d'ici. Donc, par exemple, comme ça. Et après avoir fait ça maintenant, reculer donc à la carte d'avant. Donc, maintenant, on a fait ça donc en Bazangungu quelque part là-bas. Et on va répliquer ce modèle-là sur chacun des points jaunes que vous voyez. On va créer en RDC 244 villes modernes. Bazangungu, Nagajika, Nisala, et ainsi de suite. En d'autres termes, on va réaliser nos rêves de paix de notre indépendance. Parce que nous répétons ces choses-là dans l'hymne national, sans nous en rendre compte ce que ça veut dire. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Et moi, j'ajoute où il fait bon vivre partout. Et en faisant ça, il n'y aura pas de raison à quelqu'un de Nisala de venir en Bazangungu nécessairement. S'il veut venir, il n'a qu'à venir, c'est son pays. Mais il ne doit pas être forcé par la misère à Nisala pour venir vivre ici, trouver des opportunités. Tout comme quelqu'un de Bazangungu ne sera pas forcé d'émigrer d'ici pour aller s'installer donc à Kinshasa et devenir chômeur là-bas. Tout le monde peut vivre chez lui, mais s'il veut aller ailleurs, il peut aller parce que c'est toujours dans son pays. Ça, c'est le grand programme de construction des grandes infrastructures. Ceci entraîne la construction donc de l'eau, de l'électricité dans toutes les maisons, les téléphones, et ça crée des emplois énormes pour la population congolaise. Ceci m'amène à un autre programme du plan Marshall. Ça, c'est les travaux d'infrastructure. Allez-y, continuez. Voilà. Nous sommes connus comme étant le scandale géologique. Est-ce que les gens peuvent me dire ici combien de matières premières nous avons à RDC? Moi, j'ai dû avoir accès aux informations internes de la Banque mondiale. Et j'avais découvert qu'à l'époque déjà de 1960, on avait répertorié 1100 minéraux et métaux précieux différents à RDC. 1100. On leur avait donné une valeur à l'époque, 38 000 milliards de dollars. C'est comme le PIB de l'Europe occidentale plus le PIB des États-Unis. Alors, vous trouvez que chaque province congolaise a des matières premières qui lui sont propres. Donc, il n'y a pas de province pauvre dans notre pays. Chaque province congolaise a quelque chose donc à offrir. Mais quelle est la caractéristique? À quoi ça nous sert tout ça? Parce que nous extrayons tout ça à l'état brut, nous envoyons ça à l'étranger à l'état brut, nous créons des emplois chez eux là-bas à l'étranger, et chez nous, nous conservons quoi? Le chômage. À quoi ça nous sert? Je voudrais qu'on change cette vision-là. Je voudrais que notre vision devienne de transformer chacune de ces matières premières ou quelques-unes de ces matières premières en produits finis et produits semi-finis, de façon à créer des emplois localement pour nos populations, pour qu'ils vivent mieux. Alors, je prends un exemple d'un des produits. Un des produits qui est connu, c'est le coltan. On l'a découvert récemment ici. Le coltan sert à quoi? À fabriquer des appareils électroniques, des téléphones cellulaires,
des iPads, des iPhones, des projecteurs que vous voyez là, ainsi de suite. Mais est-ce que vous pensez que c'est possible qu'on puisse fabriquer un iPhone ou des appareils électroniques au Congo, au lieu qu'on attend que ça vienne toujours de la Corée du Sud ou du Japon? C'est possible de le faire. Moi, j'ai fait la présentation de ce plan ici, au Japon, à l'Université de Tokyo. Et j'ai dit que je voulais accélérer l'industrialisation de la RDC. Les Japonais m'ont posé la question, est-ce que vous avez des ressources humaines de qualité pour fabriquer des iPhones? Je leur ai répondu comme ça. J'ai utilisé mon expérience aux États-Unis pour répondre à cette question. Je leur dis, nous avons à peu près 100 millions de Congolais. Mais je reconnais que beaucoup de ces Congolais ne savent même pas par où commencer pour fabriquer le iPhone et consoles. Ce que nous allons faire, c'est nous allons créer deux laboratoires conjoints. C'est-à-dire, dans le cadre des programmes de coopération avec certains pays, ceux qui veulent nous aider en réalité, nous pouvons faire des laboratoires conjoints, c'est-à-dire qu'on a 1000 Congolais et nous faisons venir 100 Japonais. On les met ensemble dans ces laboratoires. Et on leur demande, vous avez besoin de quoi pour produire un iPhone? Nous vous donnons le coltan, il est là. Vous avez besoin de quoi pour produire l'iPhone? Ils vont nous dire, on a besoin du temps, on a besoin d'argent, on a besoin des équipements. On leur dit, nous on achète les équipements, on vous donne dans le laboratoire. On vous donne de l'argent. Les salaires que vous touchez au Japon, c'est combien? Vous touchez donc 2 000 $ par mois, je vous paye 10 000 $ par mois. Donc vous travaillez avec ces 1000 Congolais. Je veux que dans 2 ans, vous nous produisez le iPhone congolais. Je vous assure que dans 2 ans, ils vont produire le iPhone congolais, mais ce iPhone congolais aura une imperfection. Pourquoi? Parce que quand on alloue le pourcentage de contribution de chaque partie à la production de ce produit fini, on trouvera que les Japonais auraient contribué peut-être pour 60% et les Congolais pour 40%. Ce n'est pas grave, c'est la première année, les 2 premières années. On leur dit, vous faites maintenant un meilleur iPhone congolais pour les années suivantes. Les Congolais vont augmenter leur contribution peut-être à 60%. Et progressivement, les Japonais vont diminuer leur contribution et les Congolais prennent le dessus. Nous devons avoir cette vision-là, progressive de construction des capacités congolaises, des ressources humaines congolaises. Si nous ne faisons pas ça, nous perdons notre temps. Et je vais vous donner un exemple pour vous dire que notre pays n'a pas changé jusqu'aujourd'hui. Je revenais des États-Unis, je passe à côté du palais, palais du peuple. Et je vois un bâtiment nouveau en construction. Je regarde, ça paraissait tellement beau. J'ai demandé ça appartient à qui. On m'a dit, ah, c'est le nouveau musée national en construction par les Coréens. J'ai dit, bon, je voudrais aller visiter. D'abord, ils étaient réticents, ils ne voulaient pas que je puisse entrer. En leur expliquant, ils ont accepté M. Wambo, le directeur général, mais fait entrer, on m'a fait faire le tour. Et quelque chose m'a frappé. En faisant le tour, j'ai constaté que les Congolais qui étaient là-bas faisaient des tâches assez bizarres. C'était des gens qui faisaient la manutention. Ils transportaient les sacs de ciment pour déposer là-bas une console. J'ai demandé à M. Wambo, il y a combien de gens qui travaillent ici? Il m'a dit 100. J'ai dit, bon, sur les 100, il y a combien de Coréens et combien de Congolais? Oh, il m'a dit, il n'y a que 5 Coréens. Ça, c'est une réponse maligne. Ma question était, il y a combien de Congolais et combien de Coréens? Et lui, il me répond, il n'y a que 5 Coréens. Moi, je lui ai demandé, donc, vous voulez dire qu'il y a 95 Congolais? Il me regarde comme ça, il me dit, monsieur, vous travaillez pour le gouvernement? Je dis, non, je suis indépendant. Je sors ma carte et je lui montre. Il me dit, non, il n'y a pas 95 Congolais. J'ai dit, mais comment vous allez à faire des additions? Je veux savoir maintenant, vous avez combien de gens qui viennent de quel pays qui travaillent ici? Il me dira, nous avons 10 Congolais qui travaillent ici. Ils travaillent dans quoi? Ils font la manutention pour transporter les sacs, mélanger le ciment avec de l'eau. Nous avons des ingénieurs angolais, nous avons des architectes sénégalais, nous avons donc des gens de Malaisie, de Papouasie et consorts. J'ai dit, mais nous sommes en République démocratique du Congo. À quoi sert la construction de ce bâtiment s'il ne contribue pas au renforcement des capacités locales? Quand vous aurez terminé, moi j'aurais pris tous les étudiants de l'ISTA, de l'IBTP, de nos institutions techniques, je les aurais tous mis là-bas à regarder comment les Coréens font ces choses-là pour que quand on termine la construction du premier bâtiment, ils seront en mesure de construire le deuxième bâtiment. Mais c'est quoi cette histoire? Notre gouvernement a démissionné. Notre gouvernement ne suit pas ces choses-là. Et vous savez la conséquence? Allez dans les chantiers qui étaient faits par les Chinois à Kinshasa. Les Chinois, ils ont construit les boulevards, je ne sais plus quoi, Lumumba,
le boulevard Lumumba qui va donc de l'aéroport jusqu'au centre-ville, jusqu'au boulevard du 30 juin. Mais regardez aujourd'hui les lampadaires, les lumières. Sur 100 lumières, il ne reste plus que 7 qui s'allument. Toutes les autres là ne s'allument pas. Vous savez pourquoi? Parce que quand les Chinois construisaient, on n'a pas montré aux Congolais comment il fallait remplacer l'ampoule. Donc quand l'ampoule termine, c'est fini, il n'y a plus de lumière. Et tout le pays est comme ça et nous perdons de l'argent avec des prêts qu'on emprunte de l'extérieur et qu'on sort. C'est pour ça que je voudrais vous dire une chose. Quand vous aurez l'occasion de choisir prochainement des dirigeants du pays, pour une fois, prenez un spécialiste de développement. Ça va changer beaucoup de choses. Parce qu'on a une vision différente de ce que nous devons faire. Donc, l'industrialisation va être un programme important du développement de notre pays. Et si nous appliquons cette technique que je propose là, à chacune des matières premières, nous allons créer plus d'emplois que nous avons des Congolais pour travailler dans ces choses-là. Donc, il n'y aura plus de chômage, on va améliorer la qualité de vie donc, de la population. Armand, j'ai l'impression que tu es perdu maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Donc, un autre programme important du plan Marshall, c'est la réforme du secteur financier. Aucun pays du monde ne peut se développer si on n'a pas des mécanismes d'allocation des ressources. C'est-à-dire, ceux qui ont de l'argent doivent être à mesure, l'excédent des ressources, doivent être à mesure de les mettre dans les mains de ceux qui en ont besoin pour pouvoir l'utiliser. C'est à cela que servent les banques. C'est à cela que sert le marché des capitaux. C'est à cela que sert donc le marché boursier. Et nous n'avons rien de ces choses-là. Sur les 14 banques que nous avons à RDC, toutes les 14 banques sont étrangères. Toutes. Il n'y a pas une seule banque congolaise. Et vous savez la conséquence de cela, je vais vous dire quoi. Quand vous allez dans une banque, par exemple libanaise, et la banque libanaise obtient son argent de qui? Elle obtient son argent des dépôts que font les Congolais. N'est-ce pas? C'est les Congolais qui enrichissent les banques. Maintenant, quand la banque veut maintenant allouer ses ressources-là, en donnant du crédit, je vais simplifier le cas pour que vous puissiez bien comprendre. À supposer que la banque ne soit en mesure que de faire un seul crédit de 10 millions de dollars. Maintenant, elle reçoit 2 clients. Un Congolais qui présente un projet impeccable et un Libanais qui présente exactement le même projet impeccable. La banque doit choisir un seul client à qui il faut donner le crédit de 10 millions de dollars. Devinez à qui on va donner le crédit? Libanais. On a utilisé les dépôts bancaires des Congolais pour enrichir le Libanais, pour qu'il achète les actifs congolais. C'est pour ça que vous avez tous les bâtiments dans le centre-ville de Kinshasa qui poussent comme des champignons, mais qui appartiennent à qui? Aux étrangers. Dans notre propre pays, nous sommes en train de vendre le pays aux autres. Nous devons réformer le secteur bancaire. Pour avoir des banques dans lesquelles nous avons un mot à dire, et pour avoir des banques dans lesquelles nous avons un mot à dire, nous devons contrôler le capital. Si nous ne contrôlons pas le capital, nous perdons notre temps. Donc, la réforme importante du secteur financier va consister à passer l'actionnariat des étrangers aux Congolais, ou au moins à trouver l'équilibre, qui est des étrangers, mais également qui est des Congolais qui participent donc à l'actionnariat. Et de cette façon-là, nous avons un mot à dire dans la gestion financière. Ceci m'amène aussi à toucher à quelque chose d'important, toujours en rapport avec le secteur financier. C'est la monnaie. Les amis, nous ne devons pas nous tromper. Nous avons une monnaie aujourd'hui qui ne vaut rien. La monnaie de singe, comme je l'ai dit tout à l'heure, le franc congolais. Aucun pays du monde ne se développe avec ce genre de monnaie-là. Qui a confiance dans la monnaie congolaise? À commencer par les Congolais eux-mêmes. Les Congolais n'ont pas confiance. Et vous savez ce qu'ils font? Parce qu'ils n'ont pas confiance dans la monnaie congolaise, les Congolais achètent recours au dollar américain ou bien à l'euro. Tout le monde qui ne veut... Si je vous donne le choix entre être payé en dollars ou bien être payé en francs congolais, maintenant, là, vous allez choisir. Qui va choisir les francs congolais? Pourquoi? Et ça, c'est en contravention de notre Constitution. L'article 170 de la Constitution dit quoi? Que le franc congolais est la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national. Mais nous violons tous la Constitution chaque minute. Pourquoi? Parce que comment voulez-vous qu'on utilise la seule monnaie si elle ne conserve pas le pouvoir d'achat? Aujourd'hui, le franc congolais vaut 10 et demain, il ne vaut plus que la moitié de cela, ainsi de suite. C'est comme ça que le public s'est réfugié derrière le dollar. Je pense que pour mettre fin à la dollarisation, nous devons être sérieux au niveau du pays. Donner au peuple congolais une politique économique et budgétaire cohérente et crédible. Quand l'État dit qu'on a un budget de 10 millions de dollars, on va vivre avec 10 millions de dollars. On ne va pas dépenser 20 milliards. Si on dit 10 milliards de dollars, il faut vivre avec 10 milliards, on ne va pas dépenser 20 milliards. Parce que s'il faut dépenser 20 milliards, ce qui arrive, c'est quoi?
c'est qu'on fait pression sur la Banque centrale, et la Banque centrale ne pouvant pas dire non parce qu'elle n'est pas tellement indépendante. La Banque centrale va faire quoi? Elle va tourner la planche à billets. Et en tournant la planche à billets, la monnaie perd des valeurs. Donc nous devons mettre fin à cette pratique-là. On doit donc restructurer et la Banque centrale et le système financier pour amener plus de Congolais dans le secteur bancaire et restructurer la monnaie pour qu'on ait une monnaie aujourd'hui qui soit comparable aussi bien à l'euro et au dollar. J'ai d'ailleurs fait quelques travaux de recherche donc dans ce sens-là. Et j'avais d'abord publié ce livre ici, Vision pour une monnaie forte. Et la vision pour la monnaie forte dont je parle là, vous voyez ça, c'est le franc congolais. Je veux qu'il soit aussi bon que le dollar et l'euro. Si nous arrivons à réaliser cet objectif, les Congolais sont très nationalistes. Ils ne vont pas utiliser les monnaies étrangères. Ils vont tous utiliser le franc congolais. Et nous allons respecter notre constitution. J'ai dû publier plus tard un livre un peu plus consistant, La bataille pour une monnaie nationale crédible. La monnaie nationale crédible dont je parle, si vous voyez toujours, c'est le franc congolais au centre. À côté, il y a le dollar et l'euro. J'explique ici comment il faut mettre fin à la dollarisation pour que tout le peuple congolais commence à utiliser sa propre monnaie, le dollar, le franc congolais. Mais je vais plus loin pour réformer le secteur financier et avoir des institutions qui répondent aux besoins de développement du pays. Je me dis, regardez par exemple, je proposais tout à l'heure la construction des autoroutes, des chemins de fer, des barrages d'Inga et consorts. Vous allez financer tout ça avec quelle banque? Je veux qu'on mette en place une véritable banque de développement, c'est-à-dire une grosse institution financière qui va absorber le FPI, le Fonds pour la promotion de l'industrie. Il y a l'ancienne banque là qu'on appelle la SOFIDE, la Société financière de développement, et il y a aussi une institution d'appui aux petites et moyennes entreprises. Ce sont des petits trucs qui ne font pas une grande différence dans la vie de la nation congolaise. Je veux qu'on les mette ensemble, qu'on puisse augmenter le capital et qu'on crée cette banque que j'appelle Banque internationale pour la reconstruction et le développement de la RDC, qui aura pour mission de financer des grands projets d'infrastructure, la construction des chemins de fer, des aéroports, des autoroutes, des grandes industries, des trucs de ce genre-là. Et nous allons aussi prendre l'avantage pour mettre en place ce que j'appelle la bourse des valeurs mobilières, pour que quand on veut vendre une entreprise congolaise, qu'on n'aille pas toujours chercher les étrangers, qu'on sectionne le capital en des petites portions pour que les Congolais qui ont de l'argent puissent acheter cela. Je vous donne l'exemple. Vous avez entendu parler de la compagnie Tengue Fungurume. Tengue Fungurume était la propriété d'une compagnie américaine qu'on appelle Freeport-McMoran. Mais quand Freeport-McMoran a décidé de vendre ses actions à quelqu'un d'autre, vous savez à qui ils ont vendu? Ils ont vendu aux Chinois, aux grandes dames des Congolais. Aucun Congolais n'était au courant, même pas le gouvernement de la RDC. Mais chez eux, aux États-Unis, vous savez comment les choses se passent. J'ai travaillé à l'époque à la Citibank. Et la Citibank voulait vendre simplement 5% de son capital. On ne pouvait pas trouver un investisseur américain pour prendre cette portion du capital parce que 5% du capital d'une grande banque comme la Citibank, ça vaut des milliards. Ça fonctionne? Ça vaut des milliards. Maintenant, il a fallu qu'on trouve un investisseur qui a des moyens. Le seul qu'on a trouvé, c'est un arabe. Vous savez, les chèques là qui viennent d'Arabie Saoudite, des milliardaires avec du pétrole là. On a trouvé un arabe. Mais pour que les Américains acceptent ça, il a fallu que ça soit approuvé par le Congrès américain. Et on a approuvé ça sous condition. À condition qu'ils revendent ces actions en moins de 10 ans aux Américains. Mais nous vendons tout aux étrangers. C'est comme si nous n'aimons pas notre pays. On doit faire mieux que ça. Donc la réforme du secteur financier, c'est un élément important dans le cadre de ce plan Marshall. Ceci accompagne aussi ce que j'appelle la mise en place d'un environnement propice au développement du secteur privé. Pour attirer des investisseurs dans des villes comme Banzankungu et consorts, il faut qu'on leur offre un bon cadre. C'est-à-dire, quand un investisseur arrive ici, il faut le traiter comme un roi. C'est-à-dire, vous l'accueillez bien, vous le logez, il est bien logé, il va trouver des restaurants de qualité où il va manger correctement. Quand il y a des papiers à obtenir, donc des autorités administratives, que ça puisse se passer de façon très simple, pas de corruption, on lui demande donc donnez-nous ceci avant de vous faire. Si vous faites ça, au niveau de Banzankungu, au niveau de toute la République démocratique du Congo, nous allons créer beaucoup d'emplois pour le peuple congolais. Je voudrais aussi que dans la construction de tous ces projets d'infrastructure là que j'ai mentionnés, que nous tenions un élément en compte, la protection de l'environnement. Nous avons un bel environnement, nous avons un bel environnement.
En venant de Kinshasa ici, moi je suis impressionné par ce que je vois la verdure. Dans d'autres pays, ça n'existe pas comme ça. Protégeons cet environnement-là. Parce que l'environnement, c'est la source des médicaments, mais également de l'air que nous respirons pour pouvoir vivre correctement. Ne détruisons pas tout. Donc, en construisant des choses, prenons toujours des précautions pour que les arbres soient protégés, le gazon soit protégé, et si on doit construire quelque part, on doit couper les bois pour qu'on puisse reboiser, ainsi de suite. Donc, tout projet de construction d'infrastructures doit être précédé par une étude de l'impact environnemental, de façon à ne pas détruire cet environnement-là. Mais je voudrais aussi toucher à un programme important du plan Marshall, c'est le changement de mentalité. Les mentalités congolaises que nous avons là ne sont pas supportrices du développement. Pourquoi? Parce que nous faisons une chose, nous voulons développer le Congo, mais nous faisons le contraire de cela et on espère réaliser miraculeusement de bons résultats. Ce n'est pas possible. Je vous donne l'exemple. Tout le monde sait maintenant que l'éducation est importante. Mais il y a une théorie qui est répandue, je ne sais pas si elle est ici, mais à Kinshasa, c'est tout le monde qui en parle. Chance et loco pamba. Ça veut dire quoi? Vous n'allez pas à l'école, vous vous réveillez le matin, vous êtes chez vous. C'est ça que nous devons promouvoir en tant que pays. Nous devons changer ça, nous devons inculquer dans la tête donc, de l'enfant congolais qui a un système qu'on appelle la méritocratie. C'est-à-dire que vous naissez, vous allez à l'école, vous obtenez tous les diplômes du monde, vous êtes qualifié pour avoir un travail. Quand vous arrivez au travail, on vous prend au premier grade là, basé sur les diplômes que vous avez ramenés de l'université. Et quand vous travaillez bien, on vous donne des promotions de façon progressive. Ne soyez pas pressé pour arriver donc au sommet le jour suivant. Il y a un certain nombre d'expériences que vous devez avoir accumulées pour prétendre arriver à un niveau de compétences tel que vous pouvez occuper donc tous les postes du monde. Moi, je voudrais appliquer cela à tous les postes, y inclut celui du président de la République. Ce n'est pas normal que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas un seul chef d'État qui a terminé l'université. Ce n'est pas normal. Et nous allons à l'école pourquoi? Ce n'est pas normal. Et on étudie pourquoi? Dites-moi. Donc, commençons à appliquer cette théorie-là au niveau de la présidence, du Premier ministre, de tous les membres du gouvernement, des directeurs généraux de nos institutions. Est-ce que vous pouvez avoir un directeur général de votre institution qui n'a pas terminé l'université? Mais pourquoi vous appliquez son principe à lui, mais pas à tous les autres postes? Mettons en place un système de méritocratie où chaque personne est placée à l'endroit où il peut contribuer et en le faisant, s'il a des compétences, il sera utile à lui-même, à sa famille et aussi au pays. Donc, changement de mentalité commence par enterrer définitivement Chance et Lokopamba, mais il y a d'autres antivaleurs, telles que le comportement à l'égard de la corruption, où les gens ne voient que l'argent. Vous ne pouvez pas aller dans un endroit, obtenir un service sans pouvoir donner l'argent. La justice congolaise, elle fonctionne comment? Rien que sur la base de l'argent. Si nous ne changeons pas ces mentalités-là, nous sommes voués à l'échec. Est-ce qu'il y a d'autres programmes que je n'ai pas mentionnés? Je crois, grosso modo, voici le plan Marshall qui se présente. Et je pense que ces choses-là prendront du temps à être mises en place. Si nous les faisons correctement, moi je suis convaincu que nous allons parvenir à réaliser les objectifs suivants. Pardon. Bon, d'abord le coût du plan. Tout ceci, tout ce que je viens de vous dire, ça va coûter combien pour être mis en œuvre? J'ai estimé, et je vous dis que mon expertise à la Banque mondiale était d'évaluer les projets. J'ai évalué chacun des programmes et j'ai estimé que nous pouvons mettre en œuvre tout ce que je dis là avec un montant de 800 milliards de dollars. 800 milliards de dollars sur 15 ans, mais qu'on va mobiliser de la façon suivante et repartir donc dans le temps. Pendant les 5 premières années du plan, chaque année, nous pouvons vivre avec un budget de 20 milliards de dollars. Est-ce que c'est faisable? Je vous dis oui. Si nous prenons les 11 milliards que le gouvernement nous a présentés maintenant, on y ajoute une portion de 15 milliards que nous a dit nous sommes volés chaque année, nous pouvons avoir un budget de 26 milliards, on enlève les 6 milliards là, donc on peut avoir un budget de 20 milliards par an pendant les 5 prochaines années. Le temps de faire des réformes structurelles importantes pour que l'argent commence à entrer dans les caisses de l'État. À partir donc de la 6e année du plan jusqu'à la fin, il y aura des années où on peut atteindre une vitesse de croisière de 75 milliards de dollars par an. Mais on va faire une moyenne par an sur 15 ans de 45 milliards de dollars. 45 multiplié par 15, nous obtenons 680 milliards de dollars. Les investissements directs viendraient
dans notre pays de la part des Congolais, mais également de la part des étrangers. Actuellement, nous avons des investissements directs d'environ 3 milliards de dollars. On peut augmenter cela, je suis conservateur, on peut augmenter cela un peu à 5 milliards de dollars par an, multiplié par 15, on obtient 75 milliards de dollars qui proviendraient des investissements directs d'hommes étrangers. Et le reste maintenant proviendrait d'aides bilatérales et multilatérales. La Banque mondiale, le Fonds monétaire, la Banque africaine de développement, l'Union européenne, la Belgique, la France, tous ces gens-là qui nous donnent de l'argent. J'ai maintenu ce niveau d'aide-là au même niveau que nous avons maintenant, 3 milliards de dollars. Je voudrais que nous puissions conserver une certaine indépendance. Donc, 3 milliards de dollars multipliés par 15, on a 45 milliards. Donc, la somme de 75 milliards, 45 milliards et 680 milliards qui proviennent des ressources intérieures nous donnent 680 milliards de dollars qu'on peut mobiliser pour mettre en œuvre avec succès le plan Marshall. Mais le plus important ici, et ça rejoint la présentation qui était faite donc au début, c'est cette portion-là. C'est ça la différence entre ce plan Marshall et le plan Marshall européen. Le plan Marshall européen était financé essentiellement par des dons et des prêts américains. Ici, vous voyez que la grande partie du plan est financée par quoi? Des ressources intérieures. Parce que nous avons beaucoup d'argent, mais nous sommes désorganisés et nous sommes corrompus. Nous voulons avoir la bonne gouvernance pour récupérer cet argent-là. Voilà d'où viendraient les ressources pour mettre en œuvre ce plan Marshall. Maintenant, à la fin, quels sont les objectifs que nous cherchons à réaliser avec cette vision du développement? Nous voulons sortir la RDC du sous-développement, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, pour en faire un pays émergent, c'est-à-dire un pays développé, entre guillemets, parce qu'un développé a toujours plus développé que lui. En combien de temps? En 15 ans. Qu'est-ce que nous allons réaliser aussi pendant cette période? La construction de tous ces travaux d'infrastructure, l'industrialisation, ainsi de suite, la construction des écoles, des hôpitaux, ça va nous permettre de créer des emplois. On va créer des emplois pour tous les Congolais, sans exception. C'est-à-dire qu'on va tuer le chômage. Aujourd'hui, nous avons 85% de la population active au chômage. Et nous allons réaliser aussi une amélioration considérable du niveau de vie de la population à travers l'introduction d'un système de salaire minimum garanti que j'ai établi à 1 000 $ par mois. J'ai eu des larmes aux yeux tout à l'heure là, en venant ici. Nous nous sommes arrêtés dans un restaurant, ici à Bazakoma. Il y a une jeune demoiselle qui est venue nous servir. J'ai commencé à parler avec elle. C'est comme ça que j'ai obtenu des informations. Je lui ai demandé, maman, vous avez quel âge? Elle m'a dit 21 ans. J'ai dit, waouh, tu es de Bazakoma? Elle a dit oui. Tu as étudié? Elle m'a dit, qu'est-ce que tu as fait comme étude? Elle a dit, j'ai eu le diplôme d'État. J'ai dit, pourquoi tu ne vas pas à l'université? Parce que je n'ai pas d'argent pour payer les études. J'ai trouvé ce travail, c'est ça que je fais. Tu gagnes combien? Il m'a regardé, il a hésité, je lui ai dit, je ne le dirai à personne, je ne dirai pas ton nom, mais tu gagnes combien? Il m'a donné le salaire. J'ai eu des larmes aux yeux, 80 $. Sincèrement, avec 80 $, qu'est-ce que quelqu'un peut faire? C'est pas normal. 80 $. Et les gens m'ont dit qu'il avait de la chance de toucher donc ce montant-là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec 80 $? Moi, je propose qu'on ait au moins un salaire minimum garanti. Je dis bien minimum garanti de 1 000 $. C'est-à-dire que toute personne qui travaille sur l'étendue du territoire national gagnerait ce salaire-là. Mais si vous travaillez plus, vous gagnerez plus. Si vous avez de l'ancienneté, vous gagnerez plus. Donc il y a des gens qui gagneraient 10 000 $, 5 000 $. Mais le minimum doit être celui-là pour permettre à quelqu'un de payer son loyer, de payer le transport, de payer des études. Comme elle, là, elle peut supporter donc une portion de ses études. Donc nous devons nous battre pour arriver à mettre en place ce monde-là juste qui permet donc à tout un chacun de nous de vivre correctement. Et nous allons atteindre au bout de 15 ans un budget annuel au lieu de 4 à 11 milliards de dollars que nous avons aujourd'hui, 75 milliards de dollars. Ce sera suffisamment de ressources pour financer maintenant la suite du programme, soutenir donc le développement du pays. Et enfin, nous allons augmenter, à travers la création d'emplois, l'introduction du salaire minimum garanti, nous allons augmenter le PIB par habitant de 800 $ aujourd'hui à 15 000 $ au moins en 15 ans. Donc, améliorer considérablement le niveau de vie de la population. Et nous allons enfin restaurer la dignité et la fierté d'être Congolais. Est-ce que c'est faisable ce que je dis? Moi, je réponds par oui. Vous savez pourquoi? Parce que je suis convaincu que l'impossible n'est pas congolais. Je vous remercie. Merci. Nous avons suivi Dr Lowell Tchani. Nous avons exprimé depuis plusieurs temps
des soucis de les rencontrer. Nous l'avons toujours suivi dans les médias, les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, il est parmi nous, nous les voyons en chair et en os. Et nous sommes très flattés de cet exposé, de la manière dont son sujet a été décortiqué. Cela prouve à suffisance qu'il maîtrise pratiquement son sujet. Et une fois de plus, je vous invite à des applaudissements nourris. Nous passons directement au débat. La logique voudrait qu'on puisse s'annoncer pour permettre à l'orateur de vous répondre. J'ai quelques petites questions à vous poser. D'abord, j'aimerais savoir si vous avez fouillé dans les archives pour nous dire que générait l'économie congolaise pendant le meilleur temps, c'est-à-dire à l'époque où il y avait la GECAMI, qui était considérée comme le poumon du pays, la MIMBA, ainsi que des sociétés du domaine agricole et forestier. Les Verts Congo, Unilever, les sociétés exploitant le caoutchouc dans les provinces de l'Équateur et la province du Bandundu, ainsi que le bas fleuve, le Mayumbe. Alors, combien d'argent ces sociétés généraient-elles au profit du trésor congolais? Est-ce que aujourd'hui le pays est capable de remettre la même efficacité dans le fonctionnement de ces secteurs avec les différentes difficultés que vous venez vous-même d'évoquer? Deuxièmement, je suis de la société civile. Ma question est celle-ci. Nous venons de suivre avec une attention particulière la présentation du plan Marshall du docteur Noël Tian. Mais pour moi, je trouve ça c'est vraiment insuffisant. Pourquoi? Tout au long de son plan Marshall, je n'ai pas fait attention à la réforme que le plan Marshall du docteur nous a préparé sur le plan politique et sécuritaire. Je voulais parler d'abord de la politique. Actuellement, la République démocratique du Congo a un point très grave sur les conflits qui se passent dans nos provinces entre les assemblées provinciaux et les gouvernements provinciaux, les gouvernorats provinciaux. Mais dans votre plan Marshall, vous n'avez pas fait attention à ça. Vous n'avez parlé presque de l'économie. Et la deuxièmement, sur le plan sécuritaire, vous savez bien ce qui se passe à Beni et Tueré de Beni. Vous savez, si le pays est agressé, si l'aspect sécuritaire n'est pas mis au point, quel que soit, nous pouvons parler des réformes, des institutions, réformes, mais la sécurité d'abord des personnes, c'est qui est d'abord la priorité des priorités. Le président de la République, quand il a été élu, il a même proposé du déplacement du camp colonel Tchatch à l'Est. Et cela, jusqu'à ce jour, n'a pas été fait. Qu'est-ce que le plan Marshall nous propose sur le plan politique et sécuritaire? Pouvez-vous faire entre la construction du port en eau profonde du Banana et la construction du pont Kinshasa-Brazzaville? Merci. Secondaire et à l'enseignement supérieur. Les programmes, il y a beaucoup de cours inutiles, excusez l'expression. Que faut-il faire? Parce que c'est difficile de sortir de génie et de génie. Merci. Le nom c'est Christian Makero, L1, français-latin. Monsieur le docteur Noël Gianni, nous venons de vous écouter, de vous suivre. Quelle est la portée sémantique et existentielle de votre conférence pour cette assemblée qui vous a écouté, dont chaque jour avale une bonne dose de discours démagogiques, dont les faits empiriques et palpables logent les tombeaux de l'Antiquité. Deuxième question, quel système politique, quel type d'homme envisagez-vous pour un Congo qui prenne en charge son corps?
Merci. Vous avez, M. Théo, vous avez touché du doigt, M. Théo, le vrai problème donc, de la RDC. Je ne l'ai peut-être pas mentionné pendant que je parlais, mais le premier programme du plan Marshall, c'est promouvoir la paix, la sécurité, l'état de droit et la démocratie. C'est-à-dire reformer l'État pour que l'État puisse fonctionner et faire son travail de régulateur, de protecteur de la population et de créateur de conditions propices au développement. Qu'est-ce que nous entendons par là? Nous entendons par là la réforme de la justice, de l'administration publique, mais la réforme de l'armée, de la police et du service de sécurité. Et en ce qui concerne la réforme de l'armée, de la police et de la sécurité, nous partons de l'idée qu'aucun pays ne peut se développer s'il n'a pas de conditions de paix et de sécurité. Nous ne pouvons pas nous concentrer sur les efforts de développement tant que nos frères à Béni, tant que nous avons les fosses communes de Maluku, tant que nous avons les fosses communes donc avec le phénomène comme Sapo et constant. Là où nous devons commencer, je reconnais aussi que l'armée congolaise, ça a été une armée mise ensemble en freinant les armées rebelles qui venaient, qui avaient des objectifs divergents et en les mettant ensemble, sans qu'il y ait une vision commune de ce que doit être donc une armée. Je pense que c'est que nous devons commencer par faire l'inventaire de qui est dans l'armée, qui est dans la police et qui est dans le service de sécurité. Parce que notre armée, notre police, notre service de sécurité, ces services-là sont pleins de gens qui ne sont même pas des Congolais, qui n'ont même pas intérêt à ce que nous puissions avoir la paix. Donc, nos armées, nos polices, nos services de sécurité sont pleins en quelque sorte donc, de bandits. Nous devons faire l'inventaire de qui est dans l'armée, dans la police, les services de sécurité, sortir de l'armée, des services de sécurité, les gens qui ne sont pas en mesure de faire le travail au profit du peuple congolais, retenir ceux qui doivent être là, prendre des nouveaux recrues, recruter de nouvelles personnes pour pouvoir les envoyer tous dans des centres de formation et une fois qu'ils ont acquis la formation suffisante, et en ce moment-là, on les déploie sur le terrain avec une bonne déontologie de protection de la population plutôt que de piller la population ou de violer nos filles et ainsi de suite. Au-delà de cela, l'armée, la police, les services de sécurité doivent être équipés correctement. Moi, j'ai vu l'armée américaine et j'ai vu l'armée dans certains pays à l'étranger. Ces gens-là sont très disciplinés. Quand on leur dit voici une mission accomplie, ils vont l'accomplir donc à la perfection. Pour cela, ils doivent être formés, équipés, bien éduqués, mais le plus important aussi, bien rémunérés. Vous avez vu la question du salaire minimum garanti. Je veux que ça s'applique à tout le monde. Moi, j'ai vu avec des policiers. Pendant la campagne, j'ai eu 25 policiers commis à ma protection. Et j'ai eu à les côtoyer et à voir comment ils souffrent en tant que fonctionnaire de l'État. Comment voulez-vous avoir un policier qui porte sur lui un long fusil avec des balles à l'intérieur et on paye à ce policier-là moins de $100 par mois? Or, pour vivre, il faut avoir quelque chose comme 600-700 $ pour vivre. Et vous lui donnez un fusil et vous le laissez donc dans la nature avec ce fusil-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Allez rançonner la population avec votre fusil et créer l'insécurité. Donc nous devons sécuriser les citoyens congolais en payant déjà ces policiers-là correctement le salaire minimum garanti de $1000. Mais en donnant $1000 à quelqu'un, je ne m'arrête pas là. Moi, je ne suis pas donc un bon samaritain simplement. Je veux qu'on tienne chacun de nous responsable de ces actes. Vous êtes un policier, vous commettez un acte de ce genre-là, il y a une sanction disciplinaire qui peut aller jusqu'à la révocation, mais également jusqu'à faire la prison pendant le reste donc, de votre vie. Nous devons être rigoureux pour cela. Donc, les questions sécuritaires, vous avez raison, constituent la priorité des priorités. J'ai salué la décision du chef de l'État de déplacer le QG de l'armée à Béni. Mais je veux qu'on aille au-delà de ça. Ce n'est pas simplement une question de déplacer le QG. Je veux qu'on donne des militaires, qu'on donne aux militaires des équipements, qu'ils soient bien formés et qu'ils soient bien payés, qu'ils soient motivés pour faire la guerre, pour défendre la République. Maintenant, en ce qui concerne le premier intervenant, vous avez posé la question, mais demandé la question de quelle était la contribution, la situation donc, du Congo donc, avant
Par exemple, la GECAMIN, quelle était sa contribution au budget de l'État? Moi, je me rappelle que quand j'ai travaillé donc à New York en 1992, j'ai travaillé pour une banque américaine sur la Park Avenue et j'ai vu en face de ma banque le drapeau du Zaïre qui flottait comme ça sur l'hôtel Waldorf Astoria. Waldorf Astoria, c'est l'hôtel où il y a eu le film là, de Eddie Murphy, Le Prince à New York. Et je regarde, je vois le drapeau là qui flottait, je dis c'est quoi ça? Et on me dit que le président Mobutu s'est trouvé dans l'hôtel. Je dis ah. Et le jour suivant, on reçoit une délégation de la GECAMIN qui était venue nous rendre visite en tant que banquier pour nous pour demander des facilités bancaires pour que nous puissions aider la GECAMIN. Et ils nous ont présenté la situation financière de la GECAMIN. À l'époque, la GECAMIN produisait déjà 450 000 tonnes de cuivre et avait atteint cette année-là le niveau record de 1 milliard de dollars de recettes. Avec ce montant de recettes-là, la contribution de la GECAMIN au budget de l'État était d'environ 60%. C'était le poumon économique de notre pays. Aujourd'hui, je suis désolé de vous dire que je suis sidéré d'entendre que la GECAMIN tourne autour de 25 000 tonnes de cuivre, à comparer à 450 000, et la contribution au budget de l'État est littéralement donc nulle. Elle a été privatisée. Vous avez suivi que le PAC de la GECAMIN, M. Youma, est même accusé tout récemment de détournement donc, de 200 millions de dollars. Je ne peux pas donc dire qu'il a détourné, il n'a pas détourné, parce que l'affaire se trouve dans les mains de la justice. Je voudrais simplement que la justice congolaise soit sérieuse. Des cas comme ça, il faut qu'on les juge. Et nous, on voudrait voir ça en direct à la télévision. Chaque fois qu'il y a une allégation de détournement des fonds publics, je veux que le procès soit transparent. Et ça passe en direct à la télévision pour que tous les Congolais puissent savoir qui sont les criminels qui mettent notre pays donc à genoux. C'est pour ça que je propose la stratégie suivante de lutte contre la corruption. Je voudrais qu'on mette en place une commission nationale de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. Cette commission va afficher partout à la télévision, partout dans toutes les villes de la RDC, un numéro de téléphone, un site web, une adresse email et une adresse Twitter pour dire que tout Congolais qui connaît un autre Congolais qui a détourné des fonds publics ou qui a mis ses mains dans les caisses de l'État, vous avez le droit d'appeler ce numéro-là pour accuser la personne de façon unanime. Maintenant, une fois qu'on a accusé la personne, ça ne veut pas dire que la personne est coupable parce qu'il y aura beaucoup d'allégations fantaisistes. Il faudrait qu'il y ait une équipe qui fasse l'enquête. Quand on fait l'enquête et on trouve qu'il y a des indices sérieux de corruption, on met la personne en accusation, on la mène devant la barre, on la juge, mais le jugement doit être transparent, passant à la télévision. Je demande que nous avons RTNC 1, 2 et 3. RTNC 2 peut être réservé simplement au cas de justice pour qu'on transmette donc ces cas-là en direct à la télévision. Quand on va juger quelqu'un et qu'il est trouvé coupable, on le met en prison pour 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Vous ne pouvez pas être même gracié par le chef de l'État. Vous devez faire votre terme en prison. Et quand vous sortez donc au bout de 30 ans ou n'importe quel terme qu'on vous aura donné, vous n'avez plus le droit de travailler pour l'administration publique, pour l'État. Vous n'avez plus le droit de postuler pour un mandat électif. Vous ne pouvez pas être candidat à la présidence, à la députation, être sénateur ou conseiller municipal et consorts. Vous n'avez pas le droit de soumissionner les marchés publics, c'est-à-dire de vendre vos biens et services donc à l'État. Et surtout, je voudrais aller très loin, qu'on vous arrache la carte d'électeur et aussi le passeport congolais. Comme ça, vous ne pouvez plus voyager parce que vous êtes un mauvais citoyen. Quand on va faire ça avec un individu, un deuxième et un troisième, devinez quoi? Tout le monde va se mettre au garde-vous et l'État va recouvrer beaucoup d'argent et on va augmenter le budget national, on va financer tous les programmes de développement que je viens donc d'énumérer. Je vous remercie. Enfin, je voudrais remercier les deux intervenants pour la pertinence donc, de leurs questions. Je voudrais commencer par les questions soulevées par M. Blaise. Le port, la construction du port en eau profonde de Banana versus le pont rail à construire entre Kinshasa et Brazzaville. Quand j'avais suivi que l'annonce était faite par la Banque africaine de développement qu'on allait construire le pont entre Kinshasa et Brazzaville, et notre gouvernement avait littéralement accepté que cela se passe à partir du mois d'août, j'ai été révolté.
je suis passé à la télévision sur Télé 50 et j'ai exprimé mon indignation qu'en tant que pays, nous devons faire mieux que ça. Pourquoi? Parce que nous devons voir ce qu'on nous présente et qui vient de l'extérieur. Et nous devons être en mesure, en tant que pays, d'analyser les enjeux au niveau national et l'impact sur notre économie. J'avais estimé que nous avons trois ports actuellement, Matadi et Boma, et il y a le port en eau profonde de Pointe-Noire. Le port en eau profonde de Pointe-Noire présente des avantages comparatifs énormes par rapport à Matadi et Boma. Matadi et Boma sont vétustes. Il y a des bateaux qui sont morts dans l'eau. On n'arrive pas à accoster normalement et des bateaux de grande capacité n'arrivent pas à accoster à Boma et à Matadi. J'avais considéré que si on construisait ce pont rail entre Kinshasa et Brazzaville, ce que ça va faire, c'est que ça va orienter tous les flux des bateaux vers Pointe-Noire parce qu'ils vont trouver facile à accoster là-bas. Et quand ils accostent, ils prennent des conteneurs, ils vont les mettre sur les camions, ils vont traverser sur le pont, entrer au Congo, on va déverser les produits venant de l'étranger passant par Pointe-Noire sur le Congo. Nous allons mettre en faillite Banana et Pointe-Noire. Nous allons mettre à mal l'économie du Bas-Congo, du Congo central, et nous allons même mettre à mal l'économie de la République démocratique du Congo en général en créant du chômage ici et les activités vont tourner vers le Congo-Brazzaville. J'avais considéré que nous, en tant que pays, nous ne devons pas nous faire dicter des histoires par, je ne sais pas, la Banque africaine de développement pour ses objectifs à elle. Nous devons avoir des intérêts stratégiques du peuple congolais. Voici ce que j'avais proposé comme étant cheminement. Je suis d'accord qu'on construise le pont entre Kinshasa et Brazzaville, mais après que certains préalables aient été satisfaits au niveau de la RDC. Quels sont ces préalables? 1. La réhabilitation du port de Goma et de Matadi pour qu'il soit compétitif, qu'il puisse être opérationnel à moindre coût. 2. Qu'on puisse acheter ce qu'on appelle des bateaux de balisage, c'est-à-dire pour nettoyer l'eau, pour qu'il n'y ait pas donc ces bateaux morts là qui sont dans l'eau, qui empêchent aux grands navires d'accoster là-bas. 3. Je voudrais qu'on construise le port en eau profonde de Banana, qui serait l'équivalent du port en eau profonde de Pointe-Noire. Comme ça, il sera indifférent à un bateau, à un paquebot, d'accoster à Pointe-Noire ou d'accoster à Banana. 4. Je voudrais qu'on construise cette autoroute-là. Vous voyez la carte des routes moderne qu'on a présentée, cette autoroute qui aille de Banana à Kinshasa et qui va se bifurquer à l'intérieur de la RDC. De cette façon-là, un bateau qui arrive à cause de Banana, on décharge sur les conteneurs, donc sur les camions, on peut les acheminer donc très facilement à Kinshasa et distribuer le produit à l'intérieur de la RDC. Si nous faisons ça, le pont entre Kinshasa et Brazzaville devient juste un pont qui nous permet donc de circuler, mais ça ne va pas drainer les flux commerciaux vers l'autre pays au détriment donc du nôtre. Je considère que pour des raisons de national security interest, en anglais c'est pas en français, pour les raisons de sécurité nationale, pour des raisons de sécurité nationale, nous devons privilégier l'intérêt de la RDC avant l'intérêt de tout autre pays. Je suis un grand fervent de la dynamique de l'intégration régionale. Je suis un grand fervent de la dynamique de l'intégration africaine. Mais nous devons aller dans l'intégration africaine sans avoir des pieds liés, des mains liées et des yeux bandés. Nous devons toujours nous poser la question, est-ce que nous protégeons suffisamment nos intérêts en tant que Congolais de la RDC? Si cela est fait, d'accord à l'intégration. Si ce n'est pas fait, faisons d'abord les préalables pour que nous ne puissions pas vendre la RDC au prix le plus bas au profit donc des autres pays. Donc voilà la réponse que je peux donner à cette question-là. Maintenant, il y a la question, que faire pour sortir du système éducatif congolais, des génies congolais? En fait, vous savez, vous venez de poser une question exactement de cette... J'étais allé parler dans une école secondaire, le lycée Notre-Dame de Providence, à Binza-Ozor. Une fille congolaise de 16 ans m'a dit qu'elle faisait la section scientifique. Elle m'a posé la question, je voudrais devenir une savante congolaise. Qu'est-ce que nous devons faire? Ce que nous devons faire, c'est ce que je proposais tout à l'heure là. D'abord, faciliter l'accès de tous les enfants congolais, tous, sans exception, à l'éducation, c'est-à-dire éducation primaire et secondaire de qualité. Reformer l'enseignement, revoir les curricula
pour que les matières qu'on donne aujourd'hui soient des matières qui permettent à un enfant qui veut devenir savant de commencer à apprendre relativement tôt et de se spécialiser donc dans ce secteur-là. 3, payer correctement les enseignants. Aucun enfant congolais ne deviendra savant si son enseignant n'a pas bien mangé, n'est pas bien rémunéré et n'est pas à l'aise pour pouvoir donc l'enseigner et faire même des heures donc supplémentaires. 3, réformer les infrastructures scolaires. Je vous ai dit tout à l'heure là que à Harvard, je vivais sur le campus. On ne voyait pas que la journée commençait à 8 h et se terminait donc à 17 h. On pouvait rester jusqu'à 23 h dans la salle de classe parce que c'était un bon environnement. On n'a pas envie de sortir là-bas. On vit bien, on a tout ce qu'il faut. Et quand vous avez faim, vous sortez juste à côté, vous mangez donc dans la cafétéria, mais un restaurant de luxe et consort. Les salles étaient climatisées avec des équipements tels que les matériaux de projection, les vidéoconférences, ainsi de suite. Là. Donc, si nous revoyons aussi le curricula pour que les matières premières enseignées soient des matières premières de qualité, l'ensemble de ce programme-là, moi je pense que ça pourrait aboutir à créer des génies congolais. Et il y a beaucoup de génies congolais en miniature. Je voudrais vous présenter deux individus qui sont avec moi. Ce sont des jeunes gens. Armando, fais-toi le bout. Où est David? Je suis là. David se trouve là-bas au coin. L'équipe de la force du changement que moi je préside. Voilà les techniciens que j'ai. Ce sont des jeunes gens, mais ce type-là, c'est lui qui vous montre toutes les projections que je vous montre là. Et David, toutes les vidéos et consorts, ils sont spécialisés, ils sont bons dans leur... Ce sont des petits génies congolais. Je lui dis, lui là, qu'il est aussi bon qu'un enfant américain. La seule différence, c'est que lui ne respecte pas le temps. Quand j'ai rendez-vous avec lui, pour 8 h le matin, il vient toujours avec 1 heure de retard. Et quand je lui demande pourquoi tu es venu en retard, et il me répond calmement, il me dit à cause des embouteillages, à cause de la pluie. Mais moi, en tant qu'employeur, je n'ai pas besoin de savoir qu'il y a des embouteillages. Si vous savez qu'il y a des embouteillages et que ça va vous retarder donc d'1 heure, quittez chez vous 1 heure avant, 1 heure et demie avant pour arriver à l'heure. Moi, en tant qu'employeur, je veux qu'il soit au travail à l'heure que je veux pour qu'il puisse faire le travail parce que j'ai autre chose à faire. Je n'ai pas à passer mon temps donc à attendre que la pluie puisse cesser ou bien que les embouteillages cessent. Donc, si nous mettons ces enfants dans de bonnes conditions, ils vont être aussi bons que les enfants congolais. Je vous dis qu'en Europe, aux États-Unis, j'étais allé parler à Atlanta et on m'a présenté un jeune homme congolais qui travaille à la NASA. Il était stagiaire, mais il faut entendre quand il vous explique comment on fait les fusées qui vont jusqu'à la Lune et qu'on sort. C'était un enfant congolais, il mange du foufou chez lui. Il a juste été mis dans de bonnes conditions pour pouvoir donc se développer. Si on fait la même chose avec les enfants au Congo, on aura tout plein de génies congolais. Maintenant, il y avait la question du professeur Makengo. Vous parlez... Ah, c'est un étudiant qui étudie le français et le latin. Où est-ce qu'il est encore? Ah bon. Je me rappelle un tout petit peu de ce que j'avais étudié en langue. Lingua latina, Maxime Ardua Est. Vous vous rappelez de ça? Oui, je connais très bien. Ah, mais voilà, mais moi... je n'ai pas évoqué les latins. Ah bon, je sais que vous n'avez pas évoqué les latins, ça c'est vrai. Bon, vous dites quelle est la portée de ce discours? Oui, jusqu'où je vais aller, qu'est-ce que je compte réaliser avec tout ça? Je vais vous dire ceci. Pour qu'un pays se développe, moi, je crois qu'il faut que toute la population de ce pays-là regarde dans la même direction. Si nous avons, comme nous avons le cas de la RDC aujourd'hui, 1000 personnes qui veulent aller comme ça, et 2000 personnes qui poussent pour entrer comme ça, vous savez quoi? Nous nous paralysons mutuellement et nous n'allons pas nous déplacer en tant que pays. Quand on lance par exemple une opération comme à Kinshasa, on dit Kimbopeto. Moi je me serais attendu que le matin là, quand on a dit Kimbopeto, tout le monde sorte devant sa maison, nettoie simplement devant sa maison. On enlève ces bouteilles, ces plastiques et consorts, on met dans les poubelles. En une journée, Kinshasa pouvait être Kinshasa propre. Mais qu'est-ce que nous faisons? À la minute qu'on dit Kimbopeto, je passe, je vois des gens, ils boivent de l'eau, ils prennent des bouteilles, ils jettent par terre. Donc, d'un côté, il y a des autorités qui veulent qu'on aille comme ça, et de l'autre côté, la population qui veut aller comme ça. On se paralyse. L'objectif de ce que je fais avec ce discours ici du plan Marshall, c'est de créer ce que j'appelle une vision partagée du développement de la RDC.
que tout le monde prenne conscience que d'abord, sur le plan du développement, nous avons échoué. Mais qu'ils prennent aussi conscience que si nous travaillons, nous pouvons nous développer et parvenir à cette étape-ci. Et nous pouvons le faire en combien de temps? Et maintenant que tout le monde sache que pour y arriver, il y a des choses que nous devons faire. La lutte contre la corruption. Si vous m'avez bien suivi et vous voyez que nous pouvons dégager suffisamment de ressources pour financer les programmes, tout ce que nous voulons pour le développement du pays, est-ce que vous allez tolérer de voir quelqu'un qui vous détourne de l'argent, qui vole de l'argent ou bien qui est corrompu? Je veux que tout le monde ait cette même vision-là. Qu'on regarde dans la même direction et en ce moment-là, il y aura une meilleure compréhension de l'action que mènent les gouvernements pour aller à réaliser telle ou telle chose. Je voudrais vous donner un autre exemple que j'observe actuellement. Vous avez suivi le chanteur Fally Ipupa, qui est parti chanter en France. Il va pour chanter en France, c'est un Congolais, c'est l'un de nôtres. Et quand il va chanter en France, ça fait, moi je considère, c'est la fierté de la RDC, de voir une salle pleine de tous ces Mindélé-là, venus pour danser au rythme des Congolais qui les fait danser. Et ces blancs-là, quand ils entrent dans la salle, ils payent de l'argent pour y entrer. Donc l'argent va aller dans la poche de Fally Ipupa. Il va utiliser une portion de cet argent-là pour payer ses travailleurs congolais, donc créer de l'emploi. Il va utiliser une portion pour payer des taxes au trésor congolais, donc ça va dans les caisses de l'État. Il va utiliser cet argent pour donner une portion aux fondations, j'ai compris, de lutte contre les violations, des violences faites aux femmes donc à l'est de la République. Donc il utilise certains des revenus qu'il gagne pour faire du bien au peuple congolais. Pourquoi est-ce que nous, le peuple congolais, on doit empêcher à Fally Ipupa d'aller gagner de l'argent à l'étranger qu'il va utiliser ici chez nous? Je ne comprends pas que ce soit des Congolais qui se mettent sur la rue pour empêcher qu'ils puissent faire des concerts. J'ai rencontré dans le passé les acteurs principaux dans tout ça. M. Bokeh Chouayambo, le commandant Essor et Henri Mouké. Ils étaient venus dans un premier temps pour déranger la conférence, cette conférence ici que j'allais faire à Bruxelles. Mais quand ils ont entendu que je suis venu, il y a une amie qui les a contactés, qui leur a dit, vous voulez aller déranger la conférence là, pourquoi? Est-ce que vous connaissez le type? Ils ont dit non, ils voulaient d'abord me voir. Et je les ai reçus à mon hôtel. On a parlé jusqu'à 2h, 3h du matin. Ils m'ont posé 3 ou 4 questions. Ils m'ont dit, vous avez travaillé pour Kabila? Moi, je dis, je n'ai jamais travaillé au Congo. Je suis sorti du Congo, j'avais 17 ans. Donc, je n'ai jamais travaillé au Congo. Est-ce que tu as déjà travaillé pour Mobutu? J'ai dit, je vous dis, je suis sorti à 17 ans. Je n'ai jamais travaillé au Congo. Donc, tu n'as jamais travaillé pour un gouvernement au Congo? J'ai dit, jamais. Bien au contraire, j'ai travaillé ailleurs. J'utilise cette expérience-là pour concevoir ce plan pour mon pays, pour aller aider mon pays. Et je voudrais que vous, en tant que Congolais, vous veniez me soutenir. Parce que je voudrais apporter des changements au pays. Pourquoi vous voulez perturber la conférence que je vais faire? À ma grande surprise, ils m'ont dit qu'ils adhéraient au plan Marshall après que je leur ai présenté les grandes idées, notamment la portion sur la musique où on allait construire dans le cadre du plan. Vous vous rappelez les villes modernes avec des centres d'entertainment pour les salles de spectacle, pour la musique et consorts. Ils nous ont dit qu'ils adoptent ce plan et ils m'ont même dit qu'ils vont faire des banderoles et partout ils vont passer à l'Europe, ils vont soutenir Noël Tchani et ils vont commencer à faire des manifestations à ma faveur. Je leur ai dit, je ne veux pas des manifestations. Mais je veux simplement que vous ne veniez pas perturber ce que je fais et que quand je fais la présentation, venez comme tous les autres Congolais, poser des questions et si vous adhérez à ça, propageons la bonne nouvelle un peu partout, c'est comme ça qu'un pays avance. Je me propose actuellement, quand j'ai vu ce qui est arrivé à Fally Ipupa en France, je me proposais de demander à certaines autorités à Kinshasa, si on m'autorise, je voudrais aller négocier la paix avec les combattants, pour leur dire en tant que Congolais, mettons fin à ces rivalités-là. Ça ne vaut pas la peine. Regardons dans la même direction, construisons ensemble. Si nous le faisons, le Congo va avancer. Et si nous continuons à nous tirer donc vers le bas, nous n'allons jamais donc décoller. Donc c'est ça le sens du discours que je tiens, c'est pour réaliser cette vision partagée du développement du pays que tout le monde doit avoir pour comprendre pourquoi nous faisons certaines choses. Alors, vous m'avez posé la question, quel genre d'homme, quel système politique? Le système politique, en tout cas, je ne voudrais pas le système d'arrangement de coalition entre FCC-CACH, parce que ce système-là, je crois que c'est une déformation de la démocratie. Moi, j'étais candidat à la présidence de la République
j'ai dépensé les 100 000 $ comme caution pour être candidat, mais je ne savais pas que pendant qu'on devait faire la campagne, il y avait des copains qui négociaient donc en privé pour trouver un arrangement pour aller partager le pouvoir et exclure tout le reste. Je leur demande de pouvoir me rembourser mes 100 000 $. Maintenant, la deuxième chose, c'est que si nous ne sommes pas transparents entre nous, moi je pense que nous perdons notre temps. La transparence veut dire que nous nous appelons République démocratique du Congo, nous voulons la démocratie. Ayons la démocratie réelle. Comment voulez-vous avoir une élection présidentielle où il y a 21 candidats qui ne vont jamais s'affronter sur les podiums pour avoir un débat contradictoire? Et les gens votent basé sur quoi? Vous avez voté basé sur quoi? Est-ce que vous connaissiez vraiment les visions de chacun de ces candidats-là? Non. Donc c'est une démocratie tronquée. Je voudrais que nous puissions évoluer de ce système fictif-là de démocratie à une véritable République démocratique du Congo où, quand on a une élection, c'est une élection où la voix de chacun compte. Et les gens votent en connaissance des causes, pas simplement parce qu'on est amis avec tel, on est de la même tribu que tel. Ces choses-là doivent être enterrées. Le tribalisme, moi je n'ai aucune dose de tribalisme. Je vous considère tous là égaux. Et je considère que chaque Congolais doit avoir accès aux mêmes facilités. Quand j'ai un travail à faire, je cherche la meilleure personne possible. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que toi là, tu es mon cousin ou bien le fils de ma tante. Je veux que la personne qui vient, on lui donne les thèmes de référence et qu'il dise qu'il est capable de faire le travail, qu'on utilise ces thèmes de référence en fonction des qualifications et qu'on dise voici la personne. Cette personne-là, qu'elle vienne du Bas-Congo, du Kasaï, de l'Équateur, c'est la même chose. Le Congo va se développer simplement quand on va mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, au-delà donc des considérations tribales, régionales et consorts. Donc nous devons réinventer l'homme congolais pour que le nouvel homme qui va développer la RDC doit être celui qui met l'accent sur la méritocratie plutôt que sur les futilités. Je vous remercie. Je dois vous dire que je suis très flatté, très édifié que pendant toute son intervention, pour certains, c'est vers la fin qu'ils ont su qu'il a été candidat président de la République quand il a parlé de 100 000 $. Donc ça, c'est pertinent, à la différence d'une autre catégorie de gens qui seraient là en train de créer ce qu'on appelle des zizanies ou des polémiques. Donc je suis très édifié et je crois que ce que vous avez fait, c'est une œuvre très utile pour laquelle vous méritez des applaudissements de la... que nous essayons de partager avec tout le monde pour que chacun sache d'abord que actuellement en tant que pays, nous sommes sous-développés. Pratiquement un taux d'analphabétisation qui est très élevé. Pour un pays qui veut se développer, nous devons changer tout ça. Et nous avons un niveau de vie de la population, l'un des plus bas du monde. On a fait le classement de tous les pays. On trouve que nous sommes classés 224e sur 226 pays. La question qu'on se pose à travers ce plan, c'est que faire pour sortir du sous-développement et devenir un pays émergent. Et nous proposons donc ce plan Marshall comme étant un chemin cohérent, chronométré, chiffré, des actions à mettre en œuvre sur une période donc de 15 ans pour que la RDC devienne un pays émergent, créant au passage des emplois et des opportunités pour tout le peuple congolais, mettant en place des infrastructures de base, des autoroutes qui relient toutes les provinces, des chemins de fer qui relient toutes les provinces, des aéroports internationaux, 4 ou 5 aéroports sur l'ensemble du territoire national, avec un investissement massif dans l'éducation pour que chaque enfant congolais ait accès à l'éducation et surtout que chaque enfant congolais ou chaque Congolais ait accès aux soins de santé pour être en bonne santé et être en mesure de vivre le plus longtemps possible. On allonge l'espérance de vie à la naissance de 45 à 50 ans aujourd'hui, à environ 83-84 ans à l'espace de 15 ans. Et au-delà de cela, que nous puissions industrialiser le Congo, c'est-à-dire transformer localement les matières premières congolaises en produits finis pour que le peuple congolais trouve du travail à travers ce processus de transformation de l'économie qui ne pourra être réalisé qu'après une transformation aussi des mentalités congolaises en mentalité positive. Donc voilà grosso modo l'idée du plan Marshall que nous vous avons présenté aujourd'hui à la population de Mbazango, mais également au reste de la